Ok. Du coup, là, on va faire un cours de physiologie digestive. Moi, je m'appelle Léa, je suis actuellement en troisième année de médecine. J'ai fait une passe et c'est tout. Du coup, on va commencer si tout le monde est prêt. Donc d'abord, j'ai fait un petit sommaire pour vous expliquer les différentes choses que l'on va aborder. D'abord, on va voir les généralités anatomiques, histologiques et régulatives. Puis après, on va voir les différentes phases de la digestion. Vous avez une phase buccal-œsophagienne, une phase gastrique, une phase intestinale et une phase colique. Donc, pour les généralités du système digestif, on va commencer par les données anatomiques. Il faut comprendre que la nourriture, ça a un rôle vital pour l'organisme. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une source d'énergie des réactions chimiques des cellules de l'organisme. C'est-à-dire que vous avez dû voir ça, je crois, dans la semaine. Vous avez, vous savez, le cycle de Krebs, la glycolyse, etc. Et tout ça, c'est fait en fait par de l'énergie qui est apportée par ce que vous mangez, par la dégradation de ce que vous aurez mangé, et ça va fournir de l'énergie à vos cellules. Vous allez aussi avoir la nourriture qui va apporter des éléments nécessaires à la formation de nouveaux tissus, la réparation des tissus lésés. Par exemple, les lipides que vous allez avoir dans l'alimentation, ça va servir à la membrane cellulaire. L'homme, vu qu'il tire la nourriture du monde animal et végétal, il faut comprendre que c'est un omnivore. Ce que vous trouvez dans l'alimentation, c'est l'eau, les sels minéraux et les vitamines, mais aussi les protéines, les lipides et les glucides. Vous avez ces macromolécules qui ne peuvent pas directement être absorbées par votre corps parce que c'est trop gros. En fait, les épithéliums intestinaux, ceux qui servent à l'absorption, ne peuvent pas les laisser passer. Donc, vous allez avoir besoin de quelque chose qui s'appelle la digestion, et c'est-à-dire la destruction, la, le fait qu'on va réduire en fait ces macromolécules en petits éléments qui, eux, peuvent passer en fait la paroi intestinale. Et donc, si vous voyez bien, en fait, c'est les éléments, c'est les éléments élémentaires pardon, de chaque classe. Donc, les protéines, c'est les acides aminés, les lipides, les acides gras, et les glucides, c'est les os. Donc ça, il faut vraiment comprendre, c'est super important. Ce que vous devez retenir, c'est qu'au final, les épithéliums, ils sont imperméables, donc ils ne laissent pas passer les macromolécules, donc les grosses molécules, ce qu'on a vu, protéines, lipides, glucides. Et du coup, on a besoin d'une dégradation de ces grosses molécules en ce qu'on appelle les nutriments. Les nutriments, eux, ils vont pouvoir traverser les membranes plasmiques et pouvoir aller au niveau du métabolisme de l'organisme. Du coup, la définition qu'il faut retenir, et ça c'est vraiment super important, ça tombe très très souvent, et même dans les années supérieures, si vous allez en médecine par exemple, c'est que la digestion, c'est le processus de simplification moléculaire des macromolécules en nutriments. Okay. Donc en gros, il y a des grosses molécules qui vont être dégradées en petites molécules facilement absorbables. Et au final, tous les organes qui vont accomplir en fait cette fonction, eux, ils vont participer à ce qu'on appelle le système digestif. J'espère que vous avez compris. Dites-moi si je parle trop vite ou si vous ne comprenez pas, si j'articule pas. Du coup, la fonction principale du système digestif, c'est quoi? C'est de faire passer les nutriments, l'eau, les électrolytes depuis l'environnement externe vers l'intérieur du corps. En gros, ce que vous avez dans votre assiette, le but, c'est que ça atteigne la circulation sanguine. Bon, pas telle quelle, parce que ça ne pourra pas, mais de façon un petit peu dégradée pour que tous les éléments essentiels que vous avez mangés puissent être assimilés par le corps. Et donc, toute cette fonction du système digestif, elle va être permise par un ensemble de phénomènes. Par exemple, la motilité du tube digestif, c'est le fait que votre tube digestif, il va bouger pour pouvoir faire avancer le bol alimentaire. Si la nourriture reste dans votre bouche, ça va avoir du mal à atteindre la circulation sanguine, et du coup, il faut que ça aille jusqu'à l'intestin, par exemple. On a aussi des phénomènes de sécrétion. Vous allez sécréter des enzymes qui vont permettre de dégrader, par exemple, les gros glucides en petits glucoses qui seront eux, absorbables. Vous avez des phénomènes mécaniques, c'est le fait, par exemple, qu'avec votre bouche, vous allez mâcher et du coup, vous allez dégrader aussi les aliments et les rendre plus petits, donc plus facilement absorbables, le fait que vous pouvez les avaler. Vous avez des phénomènes chimiques, c'est par exemple l'estomac qui va produire en fait un suc gastrique qui est très acide, qui permet lui aussi de dégrader les aliments. Et puis, vous avez des phénomènes d'absorption, c'est en fait la phase terminale
de tout ce pourquoi le système digestif marche, c'est-à-dire que les aliments, ils vont pouvoir être absorbés, donc ici, au niveau de la fin de l'intestin, pour ensuite rejoindre la circulation sanguine. Et donc, quand vous êtes dans la circulation sanguine, ça peut atteindre en fait tous les endroits du corps et ça peut être utilisé par tous les organes. L'appareil digestif, il va comprendre deux choses qui sont assez différentes mais qui se complètent. Le tube digestif en lui-même, c'est-à-dire la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, et le côlon ainsi que le rectum. Et les organes annexes, eux, ils vont aider en fait le tube digestif à fonctionner. C'est par exemple les dents que vous avez ici, la langue, des organes glandulaires comme le foie, les glandes de la bouche, le pancréas, etc. Et donc en fait, ces deux choses, le tube digestif et les organes annexes, ils vont travailler de façon combinée pour pouvoir en fait faire tout ce qui est la digestion, l'absorption des aliments et faire que ce que vous mangez, ça a servi à quelque chose puisque ça a été absorbé par votre corps. Du coup, j'espère que ça va et que je n'ai pas trop fini. Du coup, là, on a fini les généralités anatomiques et on va regarder les généralités histologiques. Alors, le tube digestif, donc on a vu que c'était les différents organes que vous avez dans le système digestif. Tous ces organes, c'est des organes creux, parce que la nourriture, elle doit passer dedans. Et la bouche, c'est creux, mais bon, ça à part. Mais l'œsophage, c'est creux, l'estomac, c'est creux, tous les organes sont creux. Donc en fait, il va être constitué d'une paroi. Et cette paroi, depuis l'œsophage jusqu'au canal anal, elle est constituée de 4 couches, qu'on appelle aussi tuniques. Donc là, si vous regardez le petit dessin ici, on va imaginer que, je sais pas, par exemple, c'est l'œsophage. Là, vous imaginez que il y a l'autre partie. Donc là, c'est la lumière. La lumière, c'est quand c'est en contact avec le bol alimentaire, donc avec la nourriture. Et là, on va imaginer que c'est par exemple l'extérieur de la cage thoracique, par exemple, le reste de votre corps. Et donc, sur cette paroi de l'organe, il y a 4 couches. Vous avez d'abord la séreuse, c'est la plus externe. Vous avez la musculeuse c'est une moyenne. Vous avez la sous-muqueuse qui est un petit peu plus interne. Et au final, juste ici, vous avez la muqueuse. Donc on va revoir ça en détail, mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les organes de votre tube digestif vont avoir une paroi qui est constituée de 4 tuniques, donc de 4 couches. Voilà, ça ne change pas. Donc, on va voir donc, en détail les différentes couches. Et on va commencer par la séreuse. La séreuse, sur le petit dessin, c'est celle que j'ai entourée là en rouge, et c'est celle qui est en vert. En gros, c'est la couche la plus externe, donc celle qui est, entre guillemets, en contact avec les autres organes, par exemple. Ici, il faut comprendre que la séreuse, c'est une mince couche de tissu conjonctif et d'épithélium. Et que cette séreuse, elle a un rôle super important parce qu'elle permet en fait le glissement des organes les uns sur les autres et le repliement des organes, etc. Sous le diaphragme, donc si on reprend le petit schéma, le diaphragme il est ici, il est au-dessus de l'estomac. Sous le diaphragme, cette séreuse, on l'appelle le péritoine. Ça, normalement, vous l'avez vu dans Base de l'anatomie. Et le péritoine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la séreuse la plus importante de l'organisme, la plus grosse. Donc, la séreuse, si je peux faire un peu une analogie, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu comme un blister, genre un blister sur votre téléphone ou quoi. Donc, c'est vraiment juste ce qui va protéger l'extérieur. Ça ne protège pas du tout l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est une couche externe. Et voilà, c'est ça un peu comment la reconnaître. Voilà, c'est juste la couche externe et elle est fine. Voilà. Ensuite, vous avez la musculeuse, et la musculeuse, elle est un petit peu plus interne que la séreuse. Donc là, vous aviez la séreuse en vert, et là, vous avez la musculeuse en rose ou rouge. Et avant, il faut comprendre que, on parlait de la musculeuse du tube digestif, que vous avez 3 types de muscles dans tout l'organisme. Vous avez les muscles lisses, les muscles striés, et les muscles striés cardiaques. Le muscle strié cardiaque, c'est le cœur. Du coup, bam, on l'enlève, il n'est pas dans le tube digestif. Et donc, dans le tube digestif, vous avez donc que 2 types de muscles, les muscles lisses et les muscles striés. Okay. Dans le tube digestif, la grande majorité de votre musculeuse, c'est des muscles lisses. Okay.
C'est quoi? C'est des cellules qui sont petites, qui sont mononucléées et qui sont individualisées, c'est-à-dire que c'est pas des cellules qui sont collées. C'est pour ça que nos muscles, ils peuvent se tendre, ils peuvent s'agrandir et cetera, parce que, les cellules, elles sont un petit peu elles font leur vie chacune. Faut comprendre que le muscle lisse, c'est un muscle qui est involontaire, donc vous pouvez pas vous-même le contracter. Il faut qu'il y ait, un influx nerveux entre guillemets «intentionnel», c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez dire: «OK, je vais, contracter mon œsophage», pour qu'il y ait une contraction et donc que, par exemple, je sais pas moi, l'estomac se contracte. Elle est, sous forme de 2 couches, cette musculeuse lisse, circulaire interne et longitudinale externe. En gros, là, je sais pas si vous voyez, mais sur le schéma, vous avez un peu 2 types de musculeuses et donc la plus interne, donc celle qui est le plus proche de la lumière, elle est dite circulaire et la plus externe, donc celle la plus proche de la séreuse, est dite, longitudinale. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais là, vous avez pas du tout la même orientation des fibres, donc c'est pour ça, en fait et le fait que les fibres, elles soient pas orientées de la même façon, ça permet de faire, en fait, 2 types de mouvements. Un mouvement, en fait, de constriction, contraction, bref, un mouvement où ça se referme comme ça, en fait et un mouvement où ça descend. Donc c'est pour ça qu'on a 2 types de fibres. Dans cette musculeuse lisse, entre les 2 heu, types de fibres, vous avez ce qu'on appelle un plexus mentérique ou plexus d'Eyerbach. En gros, un plexus, c'est quoi? C'est un ensemble de neurones, qui vont former un peu une plaque et cette plaque va pouvoir, diriger, la les muscles. Voilà. En fait, par exemple, si ce plexus, il marche, par exemple, il y aura une contraction. Voilà et aussi, pour la musculeuse lisse, sa couche, interne circulaire peut s'épaissir, comme vous voyez là, pour former un sphincter. Donc un sphincter, pourquoi, c'est, la circulaire interne. Si vous avez un peu l'image d'un sphincter, c'est normalement un truc qui fait comme ça, voilà et donc c'est pour ça que c'est circulaire, parce que si c'était longitudinal, ça pourrait pas faire un sphincter et le deuxième type, de muscles que vous allez rencontrer dans la musculeuse du tube digestif, c'est les muscles striés. Eux, ils sont beaucoup moins, importants quantitativement. Ils sont par contre volontaires, donc c'est, votre propre volonté, c'est vous-même qui décidez de les contracter, par exemple, je sais pas, votre langue, vous avez décidé de la bouger, et cetera. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, vu qu'ils sont beaucoup moins importants, ils vont être dans des zones spécifiques et on va dire que c'est les 2 extrémités du corps. Vous avez l'oropharynx, donc l'oropharynx, c'est, ouais, ce qu'il y a juste derrière la bouche et vous avez le premier tiers de l'estomac, de l'œsophage, pas de l'estomac, non, de l'œsophage, attention, ainsi que le sphincter anal externe. Donc en gros, c'est, 3 zones, c'est, des zones que vous pouvez, volontairement, contracter, pour, faire, tout un type d'actions qui vont servir au système digestif. Ensuite, vous avez la sous-muqueuse. La sous-muqueuse, elle est juste au-dessus, ou en dessous, c'est comme vous le voyez, la musculeuse, donc elle est beaucoup plus interne. Et qu'est-ce que c'est la sous-muqueuse? C'est un tissu conjonctif aréolaire qui relie la musculeuse qui est ici à la, muqueuse qui est là, OK? Cette sous-muqueuse, c'est quoi? Vu qu'on dit que c'est un tissu conjonctif, ça veut dire que c'est un ensemble de vaisseaux sanguins, de lymphatiques, mais aussi de cellules, individualisées, donc seules. Et en fait, le grand rôle, en fait, de la sous-muqueuse, c'est de permettre une grande irrigation de l'organe, pour être, genre super simple, et de permettre, en fait, les échanges entre, ce qu'il y a, dans la lumière et le reste de l'organisme. Voilà. Et cette sous-muqueuse, elle contient un réseau de neurones qu'on appelle, le plexus sous-muqueux de Meissner et du coup, ce plexus sous-muqueux, donc comme je vous ai dit, plexus, c'est un ensemble de neurones, c'est ce qui va permettre, d'innerver la musculaire muqueuse, c'est un truc qu'on va voir dans la muqueuse juste après et aussi de permettre la régulation de la sécrétion. J'espère que vous me suivez toujours et ensuite, on a la dernière couche, la dernière tunique qui est la
Ok, alors je suis de retour, désolée, mon ordi a décidé de s'éteindre. Super sympa. Donc, bon, désolée, on passe, enfin, on continue. Ok, ok, non, tout est bon. Euh, tatatam. Voilà, petite erreur, désolée. Du coup, on repasse à la muqueuse. La muqueuse, c'est quoi? C'est la couche la plus interne de votre paroi digestive et c'est celle qui est en contact avec la lumière. La lumière, c'est là. Cette muqueuse, elle est constituée elle-même de trois couches ou de trois parties, comme vous voulez le voir, qu'on va décrire. Vous avez l'épithélium de revêtement. L'épithélium de revêtement, je ne sais pas si vous arrivez à voir ma souris et à voir le détail du schéma, mais c'est ce qui est en rose là, le tout petit truc en rose. Et en gros, c'est celle qui est le plus en contact avec la lumière. C'est une seule couche de cellules reliées par des jonctions occlusives. En gros, c'est, pour vous expliquer, imaginez là, vous avez, je sais pas moi, le sol de votre muqueuse, et vous avez qu'une seule couche de cellules, donc elles ne s'empilent pas, et elles sont reliées par des jonctions occlusives, ça veut dire qu'elles vont être toutes collées, et elles vont former un peu genre une barrière. Vous avez dans cette muqueuse des cellules entéro-endocrines et exocrines, donc des cellules qui vont créer pour les endocrines des hormones et pour les exocrines des enzymes. Et le truc super important à propos de l'épithélium de revêtement, que vous allez peut-être revoir en histo ou quoi, c'est qu'un épithélium de revêtement, c'est variable. Selon les organes, sa constitution, donc les cellules qui le composent, vont être différentes. C'est-à-dire que si demain, et que vous savez ce que c'est, je vous montre une coupe où je vous dis, bah là, c'est une muqueuse, vous êtes censé pouvoir me dire bah, quel type d'organe c'est, parce que du coup, cette muqueuse, elle est vraiment spécifique de tel organe. Donc, voilà. Ensuite, juste au-dessus ou en dessous, donc de façon un petit peu plus externe, vous avez la lamina propria ou le cordon. C'est une couche sous-jacente de tissu conjonctif aréolaire. Donc c'est un petit peu comme la sous-muqueuse, si vous vous souvenez, qui est elle aussi une couche de tissu conjonctif. Il y a donc beaucoup de vaisseaux sanguins, beaucoup de lymphatiques et aussi beaucoup de cellules immunitaires. Et ça, vous allez voir, c'est super important à retenir qu'il y a énormément de cellules immunitaires qui ont une immunité super importante au niveau du tube digestif. Et la dernière couche de la muqueuse, donc celle qui est le plus proche de la sous-muqueuse et de l'extérieur, c'est quoi? C'est la musculaire muqueuse. Donc, c'est une couche cellulaire de muscles lisses. Voilà, c'est des cellules en fait musculeuses lisses qui vont faire une toute petite couche. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir en soi. Donc en gros, au final, pour faire un petit point, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 4 tuniques, séreuse la plus externe, musculeuse, sous-muqueuse et muqueuse la plus interne, et qu'elles ont chacune en fait des particularités. Et voilà, donc il faut retenir en gros le gros de ce que je vous ai dit. C'est pas très compliqué et ça suit vraiment tout le tube digestif. Donc on va en reparler après. Je vais vous redire, ouais, là, c'est la muqueuse et tout. Donc voilà, retenez. Du coup, les 4 uniques qu'on vient de voir, elles ont un rôle dans les 3 fonctions principales du tube digestif. En gros, le tube digestif, il a une fonction digestive, évidemment, une fonction endocrine et une fonction immunitaire. Dans la fonction digestive, on peut prendre l'exemple de la muqueuse qui participe à la digestion chimique des aliments et l'absorption des produits de la digestion. La muqueuse, je vous ai dit que c'était la couche la plus interne, celle qui est en contact avec le bol alimentaire. Donc en fait, c'est celle qui va permettre l'absorption parce que c'est la première en contact avec les nutriments et qui participe à la digestion chimique parce que votre muqueuse, elle va par exemple produire toute l'acidité. Voilà, ça ne peut pas être produit par votre séreuse qui est de l'autre côté, qui n'est pas du tout en contact avec la lumière. Vous avez aussi la musculeuse. La musculeuse, elle permet la digestion mécanique des aliments et la propulsion le long du tube digestif. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est des fibres musculaires, elles sont différentes couches, donc elles permettent de brasser les aliments. Et puis suivant la couche que l'on va utiliser, par exemple, si c'est la longitudinale, il va y avoir une progression le long du tube digestif. Ensuite, on a aussi une fonction endocrine donc du tube digestif. Il faut comprendre que la muqueuse, elle possède des cellules endocrines. Et endocrine, ça veut dire quoi? Qui sécrètent des hormones. Donc voilà, c'est tout simple. Et il y a aussi une fonction immunitaire. En fait, je vous ai dit qu'il y a énormément de
cellules immunitaires dans le tube digestif. Et du coup, le tube digestif contient autant de cellules immunitaires que dans tout le reste de l'organisme. En fait, pourquoi? Si vous avez du coup suivi ce que je viens de vous dire, il faut savoir que le tube digestif, c'est creux et c'est en contact avec les deux extrémités au niveau externe. Donc l'extérieur, votre bouche, elle est en contact avec le milieu extérieur. Puis quand vous mangez, ça vient de l'extérieur. Donc c'est pas stérile. Et vu que c'est pas stérile, vous avez besoin d'avoir des cellules immunitaires pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Par exemple, imaginons que vous mangez une bactérie, vous n'allez pas mourir parce que vous avez des cellules immunitaires qui vont s'occuper de ça et qui vont permettre de l'éliminer avant qu'elle vous atteigne ou qu'elle soit absorbée, etc. Donc c'est super, super important le fait que le tube digestif n'a pas qu'une fonction digestive, mais aussi endocrine et immunitaire. Puis, du coup, on finit les généralités avec la régulation nerveuse et la régulation hormonale du tube digestif. Alors, cette partie est un peu compliquée à expliquer, même moi, je ne suis pas super calée dessus, et je pense que presque aucun étudiant n'est calé dessus. C'est le fait que vous allez avoir une activité myogène spontanée au niveau de votre tube digestif. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il va y avoir des ondes qui vont traverser votre tube digestif. Une onde, ce n'est pas une contraction. Une onde, c'est une activité électrique juste qui passe dans vos cellules. Voilà. Par contre, cette activité électrique peut être à l'origine de contractions, comme on va voir après. Et du coup, cette activité myogène spontanée, elle est créée par quoi? Par des cellules de Cajal, qui sont des cellules pacemaker ou des cellules musculaires lisses. Donc quand on dit pacemaker, c'est qu'une cellule, elle va se contracter elle-même et elle n'a pas besoin du cerveau pour se contracter. Donc voilà, en soi, là, je vous ai parlé d'un potentiel de membrane qui varie de façon cyclique dû à des cellules de Cajal. Vraiment, retenez juste qu'il y a des ondes qui traversent votre tube digestif, les différents organes, et que c'est dû à des cellules de Cajal, donc des cellules pacemaker. Voilà, parce qu'après, même moi, genre, je ne vais pas vous mentir que c'est peut-être un petit peu au-delà de mes compétences. Et du coup, cette activité myogène spontanée, ces ondes, vu qu'elles sont sous forme de cycle, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas... c'est pas une fois par jour ou quoi, c'est par exemple 12 fois par minute, etc. On a la fréquence de ces ondes lentes, qui sont sous forme de cycle, qui dépend de la partie du tube digestif. Pour vous expliquer, imaginons, dans l'estomac, vous avez 12 ondes qui passent par heure. Voilà, genre c'est un chiffre totalement au hasard. Hein. Mais à contrario, imaginons, chiffre totalement au hasard, dans l'intestin, ça sera, je sais pas moi, 35 ondes qui passent par heure. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas de questions sur ça, parce que je sais que c'est un peu compliqué. Et du coup, comme je vous ai dit, il y a une régulation nerveuse et hormonale au sein du tube digestif, et donc on va un peu détailler qu'est-ce que c'est. Donc, pour la régulation hormonale, ce que vous devez comprendre, c'est que dans votre système digestif, vous avez des cellules endocrines et paracrines, et ces cellules endocrines et paracrines appartiennent au système endocrinien diffus. Quand on parle de cellules endocrines, ce sont des cellules qui vont qui vont créer des hormones, et qui vont les distribuer dans tous les organes en fait, du corps par la circulation sanguine. Les cellules paracrines, vu qu'il y a crine aussi, elles produisent des hormones. Par contre, elles, leur but, c'est surtout de les donner aux cellules aux alentours. Par exemple, il y a une cellule, elle va produire une hormone et elle va le donner aux cellules qui sont à côté. À la différence de l'endocrine, une cellule, mais elle va le donner à tout le corps. Et du coup, ces cellules endocrines, paracrines, etc., elles sont dispersées dans l'épithélium depuis le cardia jusqu'au rectum. Donc le cardia, c'est, on va dire, le point de coupure entre l'œsophage et l'estomac. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Et jusqu'au rectum, bon, le rectum, c'est la fin du côlon, donc c'est presque la partie terminale du tube digestif. Et donc ces cellules, elles vont être intercalées entre les autres cellules de la muqueuse et elles ne vont pas former de glande à proprement parler. Donc en gros, comment vous expliquer en fait, il y a une cellule, par exemple, endocrine, mais elle va être à côté de cellules qui n'ont rien à voir avec elle. Puis après, il y en aura une autre, etc. Alors que, par exemple, la thyroïde, c'est plein de cellules endocrines qui sont toutes reliées entre elles. Voilà. Ça, non, vous n'avez pas un gros truc, c'est juste, elles sont par-ci, par-là. Et donc, le système endocrinien diffus, il va posséder deux types de cellules, des cellules ouvertes ou des cellules fermées. Et donc, elles se différencient par le fait que si c'est ouvert, c'est sûr, va être en contact, le pôle apical, avec la lumière, donc les aliments. Alors que si elles sont fermées,
elles ne vont pas être en contact avec la lumière, et elles vont plutôt réagir avec des stimuli nerveux. Et donc les cellules endocrines, vu qu'elles produisent des hormones, les hormones qu'elles produisent, elles peuvent être excitatrices ou inhibitrices au sein du tube digestif. Ah pardon, du coup, les cellules de Cajal. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement parce que ça va être un petit peu dur. En gros, vous avez au niveau de vos cellules ce qu'on appelle un potentiel de membrane. Le potentiel de membrane, c'est le fait que entre l'extérieur de la membrane et l'intérieur de la membrane, donc entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, vous avez un différentiel de charge. J'espère que là, on me suit. Et du coup, ça va créer une tension au niveau de votre membrane. C'est ce qu'on appelle le potentiel de membrane. Suivant ce qui se passe aux alentours des cellules, il peut avoir une modification de ce potentiel. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, à l'extérieur, il y aura plus de charges positives, alors qu'il y en avait moins au départ, etc. Et donc, le fait qu'on change de potentiel de membrane, ça va créer un petit truc électrique. Ouais, ça va comme créer, ouais, c'est un peu une source électrique, je ne saurais pas comment vous expliquer. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une onde. J'espère que... Voilà, c'est exactement comme le potentiel d'action des neurones, c'est ça. Et du coup, ces variations du potentiel de membrane, bah, c'est dû à des cellules de Cajal. Et ces cellules de Cajal, c'est elles qui vont elles-mêmes modifier leur potentiel de membrane pour créer cette onde qui va ensuite se propager au sein du tube digestif. Est-ce que j'ai bien expliqué? Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Ok, voilà, parfait. Du coup, là, on a vu la régulation hormonale et maintenant, on va voir la régulation nerveuse. L'innervation des muscles lisses du tube digestif est faite de façon extrinsèque ou intrinsèque. Extrinsèque, c'est le système nerveux central, c'est votre cerveau, qui va envoyer par des fibres, soit parasympathiques, soit sympathiques, des informations à votre tube digestif. Alors que intrinsèque, ce n'est pas votre cerveau, mais c'est le tube digestif en lui-même qui possède des neurones. C'est des neurones qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas littéralement reliés au cerveau. Ils sont vraiment dans votre tube digestif et ils s'occupent du tube digestif, point barre. Et donc, ils sont sous forme de plexus. C'est le plexus dont je vous ai parlé, muqueux, mi-entérique. Et donc, les innervations extrinsèques et intrinsèques, elles sont liées, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'autoréguler. Par exemple, le cerveau, il dit à l'intrinsèque, OK, bon là, il faut que tu contractes. L'intrinsèque, il fait, bon, c'est bon, je vais contracter, etc. Donc, il y a une interconnexion. Et du coup, tout ça, ça permet en fait d'agir au niveau du tube digestif et de permettre à ce que le tube digestif marche. Alors, système nerveux central, le système nerveux central, c'est quoi? C'est votre cerveau et votre moelle épinière. Central parce qu'en fait, c'est littéralement en fait, le centre de votre corps et parce que c'est protégé et c'est de là que partent en fait tous les neurones, tous les nerfs, etc. C'est bon? Ah pardon, ouais, c'est système nerveux central. Il y aura plutôt des abréviations à chaque fois, je mets parce que sinon c'est trop long, mais vous pouvez me dire si vous ne comprenez pas. La différence entre les cellules endocrines et paracrines, en fait, les cellules endocrines et paracrines, c'est les mêmes, dans le sens où elles vont produire des hormones. C'est le même but. Mais la chose qui les différencie, c'est jusqu'à où elles vont en produire. Genre, quel est, on va dire, l'objectif, l'endroit où elles vont en produire. Les endocrines, le but, c'est que ça aille dans tout le corps. En gros, vu qu'elles vont le mettre dans la circulation sanguine, ben, ça peut aller partout. C'est par exemple, je ne sais pas moi, je crois que vous avez vu l'insuline. Donc l'insuline, c'est produit par des cellules de Langerhans et donc c'est donné dans la circulation sanguine. L'insuline, ça va partout dans votre corps. Ça ne va pas qu'au niveau du tube digestif, au niveau de la graisse, etc. Alors que les paracrines, bien qu'elles font des hormones, leur but, c'est pas que ça aille partout dans le corps et que ça aille dans tout l'organisme, mais c'est que ça aille juste aux alentours d'elles-mêmes. Ça, par exemple, imagine l'estomac, il fait des cellules, il fait des hormones, et bien il veut que ces hormones, elles touchent que les cellules de l'estomac. Et donc pas que ça aille au cerveau, etc. Je sais pas si là, c'est un petit peu plus clair. Voilà, endocrine, ça peut aller partout, paracrine, ça va aux alentours. Voilà. Du coup, dans la régulation nerveuse, on a le côté intrinsèque et extrinsèque. Intrinsèque, c'est les différents plexus qui sont inhérents
au tube digestif. S'il est sous-muqueux, il va agir sur les glandes muqueuses et la musculaire muqueuse et sur les sécrétions gastro-intestinales. Et s'il est niantérique, donc il est musculaire, il va agir sur la musculeuse et sur le contrôle moteur. L'extrinsèque, c'est ce qui vient du cerveau. Donc, il y a une innervation soit parasympathique, soit orthosympathique, donc sympathique. Là, je vous ai mis les différents nerfs qui composent ces innervations. Ce n'est pas le plus important à retenir. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'innervation parasympathique et orthosympathique, elles sont un peu complémentaires. Quand l'une marche, l'autre ne marche pas. Et quand l'autre marche, l'une ne marche pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, par exemple, le parasympathique, vous voyez, il est facilitateur dans les régions non sphinctériennes, alors que l'orthosympathique, il est inhibiteur dans les régions non sphinctériennes. Donc, elles se complètent. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Intrinsèque, c'est inhérent au tube digestif. Intrinsèque, c'est du cerveau au tube digestif. Et elles ont chacune différents types d'innervation. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc là, je fais un petit QCM pour, je sais pas, pour faire une pause. Donc, je vous laisse le lire et puis après, on fera la correction. Et voilà, vous avez, je sais pas, normalement, je crois que c'est 1 minute 30 par QCM, donc je vous laisse 1 minute 30 et puis après, je sais pas, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé. Ok, alors, du coup, c'est la fin. Les réponses, c'était BE. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, les sels minéraux nécessitent une digestion pour être absorbés dans l'organisme. En fait, c'est faux, parce que si vous reprenez le petit, c'est pas vraiment un tableau, mais ce que je vous ai mis en tout début, la digestion, elle va être que pour les grosses molécules. Parce que tout ce qui est sels, minéraux, l'eau et les vitamines, bah, c'est tellement petit que ça peut passer directement les membranes. Donc vraiment, la digestion qui est importante pour l'absorption par l'organisme, ça va concerner protéines, glucides et lipides. Donc ça, c'était faux. Ensuite, le tube digestif, il possède une mobilité nécessaire à son action de digestion. Donc ça, c'est vrai. Par exemple, l'estomac qui va bouger pour digérer les aliments, c'est vrai. L'estomac, comme les dents, fait partie des organes annexes du tube digestif, c'est faux. L'estomac, ce n'est pas un organe annexe, c'est vraiment l'organe limite du tube digestif. Par contre, annexe, les dents, langue et les glandes. De l'intérieur vers l'extérieur, les couches concentriques constituant le tube digestif sont muqueuse, musculeuse et séreuse. Donc, il manque quelque chose, c'est la sous-muqueuse qui est ici. Et puis, donc, c'est faux. Et la musculeuse du tube digestif est constituée en majeure partie par des fibres musculaires lisses. Ça, c'est vrai. C'est les 90% que je vous ai parlé au début. Donc, au final, c'était BE. Là, je vous ai mis la correction. Je ne sais pas si vous avez une question sur le QCM. En grande majorité, vous avez trouvé peut-être la A, ouais. C'était c'est macromolécule et pas amicromolécule. Mais ouais, peut-être celle-là, elle était peut-être un petit peu méchante. Mais souvent, ils font des pièges comme ça, les profs, donc faites attention. Donc, si c'est bon, on a fini la partie des généralités et on va passer aux différentes phases de la digestion. En gros, là, c'est vraiment, on rentre dans le cours en lui-même.
Donc, si je fais un rappel, il y avait 4 phases de digestion. Buccale et œsophagienne, gastrique, intestinale et colique. Et donc, on va les détailler chacune. Et en fait, ça va être un peu, on va suivre l'évolution de votre bol alimentaire depuis que vous l'avez mangé jusqu'à ce que vous allez aux toilettes. Donc, d'abord, la phase buccale-œsophagienne. Vous avez votre bouche et les organes annexes, langue, dents, glandes salivaires, qui vont avoir plusieurs rôles. Ils vont assurer l'ingestion, ils vont assurer le début de la digestion mécanique, donc la mastication, le début de la digestion chimique, c'est la salive, et le début de la propulsion, c'est le début de la déglutition. En gros, votre langue, elle va pousser les aliments pour que ça aille dans le reste de votre tube digestif. Tandis que le pharynx et l'œsophage, eux, ils n'ont qu'une fonction, c'est la propulsion. Ça, c'est super important à retenir, vraiment. Ça, c'est les pièges que font les profs tout le temps. C'est de dire, par exemple, je sais pas moi, le pharynx, il fait l'ingestion. Non, c'est que la propulsion. Il faut imaginer que votre pharynx et l'œsophage, c'est un tube. Et donc, vu que c'est un tube qui ne sert juste à faire un passage entre la bouche et l'estomac, bah, c'est tout. Ça descend le long du tube. OK ? Donc là, on va voir les différentes phases de la phase buccale, qui se composent en mastication, salivation et déglutition. Donc, quand vous mettez l'aliment dans votre bouche, vous allez mastiquer, vous ne pouvez pas l'avaler comme ça. Et donc, la mastication, c'est l'ensemble des mouvements volontaires de la mâchoire, de la langue et des joues. Vous avez plusieurs types de mouvements. Et c'est un phénomène réflexe. En gros, sauf si vous pensez au fait que vous êtes en train de mastiquer et que vous arrivez à mastiquer, si on vous met quelque chose dans votre bouche, vous mastiquez, vous faites des mouvements de bouche, vous n'êtes pas trop en train de décider, dès que vous mangez, ok, là, il faut que je mastique. Donc voilà, c'est un phénomène réflexe. Et la définition à retenir, c'est que la fonction de la mastication, c'est le fait qu'on va broyer des aliments par une action mécanique, les dents, la bouche, la langue, qu'on va le mélanger à la salive, et que le but, c'est de donner un bol alimentaire mou facilement avalable. Donc c'est, ça c'est genre les nutritionnistes qui vont vous le dire, mais du coup c'est super important de mâcher, parce qu'on est d'accord, vous mettez un steak dans votre bouche, ça va être dur de l'avaler déjà de une, puis ça va être dur de digérer si vous ne mastiquez pas. Donc c'est pour ça que la mastication, c'est vraiment le début de la digestion. On commence à dégrader les aliments, à les réduire, et après on va aider tout ce qui est estomac, intestin à faire leur travail. Parce que si par exemple, vous mangez vite, vous ne mastiquez pas, vous allez avoir des douleurs au ventre, parce que du coup, votre estomac, il va devoir faire tout le boulot, alors que de base, il était censé faire que la moitié. Donc ça, c'était la première partie de la phase buccale œsophagienne, et ensuite on a la salivation. La salive, elle est sécrétée de façon basale, c'est-à-dire qu'elle est sécrétée tout le temps. Hein. Sauf que dès que vous mettez des aliments dans votre bouche, cette sécrétion va augmenter, parce que le but de la salive, c'est de dissoudre les aliments et d'amorcer leur transformation chimique. La grande majorité de la salive, elle va être produite par 3 paires de glandes, les glandes parotides, sous-maxillaires et sublinguales. Et puis après, la petite partie va être assurée par des glandes accessoires. Mais vraiment, retenez ces 3 glandes, c'est les plus importantes. Elles se situent, alors, parotide, submandibulaire, enfin sous-maxillaire, et sublinguale, elle est sous la langue. Et ces glandes salivaires, elles sont constituées histologiquement sous forme de lobules. Voilà, ça c'est un lobule, par exemple. Hop. Et donc chaque lobule est constitué d'acini, c'est ça, ce qu'il y a à l'intérieur, et chaque acini est constitué de cellules. Des cellules, elles peuvent être différentes, soit elles sont muqueuses, donc elles vont produire du mucus, soit elles sont séreuses, soit elles sont mixtes. Voilà. Et donc, par exemple, ici, suivant les glandes, ça sera plus des cellules muqueuses, soit séreuses, soit mixtes. La salive, elle est composée à 99,5% d'eau et à 0,5% de soluté. Okay, donc, si vous comprenez que c'est composé en grande majorité d'eau, c'est un pH neutre. Donc, c'est-à-dire, ça ne vous brûle pas la bouche, tout simplement. Et du coup, cette salive, elle va être composée de différentes choses. Là, je vous ai mis les grandes lignes. D'abord, d'enzymes salivaires, vous avez l'amylase salivaire. L'amylase, vu que c'est un peu amidon, ça permet de couper l'amidon et donc de digérer les glucides, parce que l'amidon, c'est un glucide. Et elle est inactive dans l'estomac. Donc, c'est-à-dire que dès qu'elle rentre en contact avec le pH actif, le pH acide, pardon, elle devient inactive. Vous avez aussi l'isozyme, c'est un antibactérien.
bactéricide, et la lipase linguale qui est, elle, inactive dans la bouche et qui va commencer à marcher dans l'estomac. Vous avez ensuite des mucines salivaires. Les mucines, c'est des grosses molécules qui vont être responsables de la viscosité. Parce que vu que c'est gros, au lieu d'être tout lisse, imaginons, comme de l'eau, ça va être quand même beaucoup plus visqueux, beaucoup plus muqueux. Vous avez donc des glycoprotéines et des mucopolysaccharides acides. Et puis ensuite, vous avez des immunoglobulines. Les immunoglobulines, qu'on appelle IgA, IgM, IgG par exemple. Ce sont des grosses molécules qui vont être produites par des cellules immunitaires et qui vont du coup cibler tout ce qui est bactéries, virus, champignons, etc., toutes les choses en fait nocives pour votre corps, pour les tuer et faire en sorte que vous n'attrapiez pas de maladie, qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est un rôle immunitaire. Le contrôle des glandes salivaires, il va se faire par le système nerveux autonome. Donc autonome, c'est le système nerveux que vous ne contrôlez pas, sympathique, parasympathique par exemple, par certains peptides et par la mastication. Donc, tout ça, ça va contrôler la production de salive par les glandes. J'espère que vous avez compris. Et finalement, donc, la dernière étape de la phase bucco-œsophagienne, c'est la déglutition. La déglutition, c'est quoi? C'est une activité motrice qui fait passer le bol alimentaire de la bouche jusqu'à l'estomac. Ça peut être déclenché par un réflexe, par une commande volontaire ou par la mastication. Et il y a 3 temps à cette propre déglutition. Un temps buccal, pharyngien et œsophagien. Le temps buccal, vous avez mis la nourriture dans votre bouche, vous l'avez mâchée, et là maintenant, il faut l'avaler. Et du coup, c'est une partie qui est volontaire. Vous allez plaquer le bol alimentaire sur le dos de votre langue et vous allez l'envoyer dans l'oropharynx. Okay. Ensuite, vous avez le temps pharyngien qui est, elle, involontaire. Vous avez la nourriture dans votre oropharynx et le but, c'est que ça rejoigne l'œsophage qui est juste en dessous, pas très loin. Et donc, il va y avoir la contraction de muscle pour que ça aille jusqu'à votre œsophage et c'est une contraction qui est involontaire. Puis finalement, il y a le temps œsophagien qui est, elle aussi, involontaire. Et ça va passer de l'œsophage à l'estomac. Donc en gros, votre œsophage, il a reçu la nourriture et il faut qu'il se contracte pour que tout ça descende et que ça descende jusqu'à l'estomac où là, on va continuer la digestion, le brassage, etc. Ensuite, vous avez l'innervation. L'innervation, ce n'est pas une étape, mais c'est juste pour vous parler un petit peu de l'innervation qu'il y a au niveau buccal et œsophagien. Vous avez ce qu'on appelle des centres indicateurs de la déglutition. Bon, là, je vous ai mis les grandes lignes, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est donc des centres qui vont être utiles pour la déglutition, qui vont agir nerveusement, et que s'il y a des troubles de la déglutition, vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à déglutir, qui s'étouffent ou quoi. En fait, c'est parce que du coup, il y a des anomalies du fonctionnement de ces centres intégrateurs. Du coup, souvent, quand vous faites une fausse route et tout, vous ne l'avez pas voulu, d'accord? Et donc, votre cerveau, il a mal fait les choses et du coup, vous avez mal dégluti, par exemple. Du coup, au lieu de passer dans votre œsophage, c'est passé dans votre pharynx, dans votre trachée, etc. L'innervation au niveau de votre bouche, de votre œsophage, elle se fait de façon extrinsèque. Le pharynx et l'œsophage supérieur, ça va être des muscles striés. Comme je vous ai dit, c'était tout le début du tube digestif. Et donc, ce sont ces paires de nerfs crâniens qui vont les innerver. Je ne sais pas si vous avez vu ça encore, mais en gros, c'est le nerf 5, 9, 10. Et le bas de l'œsophage, vu que c'est des muscles lisses, comme je vous avais dit, c'est la paire crânienne 10, donc le nerf vague, qui va venir innerver. Vous avez aussi une innervation intrinsèque, donc c'est celle qui est, on va dire, intrinsèque du coup au tube digestif, et qui va, elle, par contre, innerver juste le bas de l'œsophage, et c'est le plexus mentérique. Donc, le plexus mentérique, c'est celui qui touche les muscles, donc la musculeuse, et il va être quand même en association avec le nerf vague, parce que si vous vous rappelez de ce que j'avais dit au tout début, la régulation intrinsèque et extrinsèque, elles sont quand même reliées, pour pas que le tube digestif, il marche par lui-même et qu'il y ait n'importe quoi qui soit fait, votre cerveau, il a quand même son mot à dire, en fait. Et du coup, il se fait par là, par cette interconnexion entre l'innervation intrinsèque et l'innervation extrinsèque. Okay. Puis là, vous avez les différents médiateurs. C'est pas super important, mais pour la contraction, c'est la l'acétylcholine, la substance P. Et pour la relaxation, c'est le VIP et l'ENO. Donc là, je vous ai mis un deuxième petit QCM. Vous allez voir, je vous mets un QCM à chaque fin de partie pour que
soit un petit peu plus rythmé. Voilà. Du coup, bah, je vous laisse aussi 1 minute 30 pour le faire et puis après on corrige. Ok, alors je pense que c'est bon du coup. Donc, on va prendre un à un et on va voir. Donc, normalement, les réponses, c'est B, D, E. Voilà. Donc, l'œsophage a une fonction de digestion chimique par la sécrétion d'enzymes. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit, le piège super récurrent des profs. Non, l'œsophage ne sert qu'à la propulsion, donc n'a qu'un rôle mécanique qui est de faire descendre le bol alimentaire jusqu'à l'œsophage. Ça, déjà, retenez ça, c'est super important. Ensuite, la mastication est un phénomène réflexe. Ça, c'est vrai, ce que je vous avais dit. C'est les 3 glandes intervenant principalement dans la sécrétion de salive sont parotide, sublinguale et thyroïde. Donc, c'est faux. Vous n'avez pas la thyroïde, mais c'est la sous-maxillaire ou sous-mandibulaire, en plusieurs noms. La dégustation permet le passage du bol alimentaire depuis la bouche vers l'estomac. Bah, ça, c'est vrai, c'est la définition. Et puis, la salive contient des immunoglobulines qui ont un rôle immunitaire. Bah, ça, c'est vrai aussi. Donc, ça nous faisait B, D et E. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Voilà. Parce qu'après, sinon, on passe à la suite. Ok. Du coup, bon, je vous redis, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si je parle trop vite, parce que je sais que des fois, j'articule pas trop ou quoi. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, on a fait la phase buccale œsophagienne. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase gastrique. Si on fait une petite anatomie de l'estomac, donc l'estomac, c'est cet organe-là, on voit qu'il a 3 parties, le fundus, ou grosse tubérosité, qu'on appelle aussi pochère gastrique, si vous voulez savoir. On a l'antre et on a le pylore. C'est les 3 parties anatomiques très importantes au niveau de l'estomac. Sauf que nous, vu qu'on fait de la physiologie digestive, eh ben, on va plutôt s'intéresser aux unités fonctionnelles. On a une unité proximale qui a un rôle de stockage, donc ça se traduit par le fundus, c'est le début du corps. On a ensuite une partie distale, l'antre, le pylore, etc., qui a un rôle dans le brassage et l'évacuation des aliments. Au niveau histologique, donc ça, on reprend un peu l'histologie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez votre séreuse la plus externe. Votre estomac, c'est dans l'abdomen, sous le diaphragme. Donc la séreuse, c'est du péritoine viscéral. Ensuite, vous avez votre musculeuse. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez 3 couches, alors que je vous ai dit que... Ah, tu veux que j'en mette la page avant? Voilà. Est-ce que tu as une question dessus ou c'est juste pour voir? Du coup, je ne sais pas si vous prenez en photo les pages, etc., ou vous marquez, mais vous inquiétez pas, les vidéos, elles sont retransmises sur YouTube et après, on vous donne les diapos. Voilà. Donc, voilà. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais pour la musculeuse, on n'a pas 2 couches maintenant, mais on en a 3. En fait, c'est la petite subtilité de l'histologie de l'estomac. C'est le fait qu'on a une couche oblique interne, circulaire moyenne et longitudinale externe. En fait, le fait qu'on ait une couche supplémentaire, qui est la oblique,
va permettre à ce qu'on ait des mouvements de l'estomac. Enfin, vous ne le sentez pas, votre estomac, mais ça bouge beaucoup pour brasser les aliments, très importants. Donc, on a des gros mouvements, et ces mouvements, ils permettent donc de brasser les aliments, de les transformer en petites particules, parce que du coup, ça casse les grosses liaisons, il y a de l'acidité, voilà, on va le mélanger au suc gastrique, et ça sert aussi à pousser vers le duodénum. Donc, le duodénum, c'est quoi? C'est cette partie de l'intestin grêle qui est directement reliée à l'estomac et qui sont séparées par le pylore. Voilà. Et du coup, le but de l'estomac, c'est de brasser tout ça, puis après donner à l'intestin grêle, au fur et à mesure, les aliments qui peuvent passer donc ce sphincter, qui est le pylore. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette grande musculature. C'est la plus grande musculature, on va dire, du tube digestif. Après, vous allez voir qu'il n'y a que 2 couches, et ça traduit bien donc l'importance de la digestion mécanique que vous allez avoir au niveau de votre estomac. Puis ensuite, on a la petite muqueuse ici, mais bon, pas très important. Et finalement, on a la muqueuse qui est tout ça. Donc la muqueuse, si on s'intéresse plutôt à l'épithélium, donc l'épithélium, c'est la partie en contact avec la lumière, si vous vous rappelez. C'est un épithélium cylindrique simple qui contient des fosses gastriques. Donc les fosses gastriques, c'est ça, c'est des espèces de petites déclinaisons, des petites, failles, si on peut dire, qu'il y a dans la muqueuse, qui vont vers l'intérieur. Et donc, en dessous, là, au final de ces fosses, puisqu'elles ont un fond, c'est ce qu'on appelle les glandes gastriques. Donc là, il y a la petite fosse, et là, on passe dans des glandes gastriques. Et ces glandes gastriques, elles sont composées de plusieurs types de cellules sécrétrices, des cellules à mucus, des cellules principales qui vont produire le pepsinogène et la lipase gastrique, des cellules pariétales qui produisent du HCl, donc de l'hydroxychlorure, si je ne me trompe pas, chlorhydroxyl, voilà, enfin, de l'acide, quoi. Le facteur intrinsèque et des cellules endocrines qui produisent, alors il y a plusieurs types de cellules endocrines, mais qui produisent différents types d'hormones qui ont un rôle super important. Voilà, acide chlorhydrique, bravo. C'est sûrement ça, je suis désolée, mais ma biochimie, elle est partie à la poubelle. Et du coup, ça va produire des hormones. La distribution de ces cellules, elle est différente en fonction des parties de l'estomac et elle est adaptée à la fonction. Par exemple, imaginons, les cellules endocrines, elles vont plutôt être importantes vers le bas de l'estomac que dans le haut. Et il n'y aura pas les mêmes cellules endocrines si vous êtes dans le bas, dans le haut. Par exemple, il y aura plus de cellules G et de cellules D en bas. Voilà. Si on regarde la motricité maintenant de votre estomac, il y a 3 temps de la motricité, si on peut dire. Vous avez l'estomac qui est vide. L'estomac vide, il va être traversé par des ondes de faible amplitude. C'est cette activité myogène spontanée. C'est les ondes lentes, si vous vous rappelez. Et en fait, ces ondes lentes, elles ont un rôle, c'est de garder une pression au niveau de l'estomac. Donc la pression, en fait, c'est la pression à l'intérieur de l'organe, supérieure à celle de l'œsophage. Parce qu'en fait, je vous avais parlé de la cardia, qui était la délimitation entre l'œsophage et l'estomac. Cette cardia, en fait, c'est ce qu'on appelle une valve anti-reflux. C'est un peu un clapet. Et donc, ce clapet, si l'œsophage a une pression supérieure, si l'œsophage a une pression supérieure à l'estomac, il s'ouvre. Alors que si c'est l'estomac qui a une pression supérieure à l'œsophage, il se ferme. Et le but que la pression de l'estomac soit supérieure à l'œsophage et que la cardia soit fermée, c'est d'éviter les remontées acides. Vous savez, des fois, vous avez des remontées acides et je sais pas, vous avez une sensation acide dans l'œsophage, et c'est le fait que cette cardia a été ouverte. Et c'est pas très bon pour l'organisme. Bon, si vous en avez une par mois, vous inquiétez pas, hein, mais trop répéter, c'est pas du tout bon parce que ça va brûler en fait le bas de l'œsophage et ça peut amener des cancers. Vous avez aussi 50 ml d'air dans la poche gastrique. La poche gastrique, c'est le fundus, ce qu'il y avait tout au-dessus. Ensuite, vous avez la phase de remplissage. Une phase de remplissage, c'est la distension de votre estomac, le phénomène de relaxation réceptive. En gros, votre estomac, il va pouvoir se remplir jusqu'à 1,5 litre pour pouvoir absorber un peu tous les aliments, pour que tout rentre. Donc, voilà. Et puis, la dernière phase, c'est la phase d'évacuation qui commence quelques minutes après le début du repas. Désolée là pour tous les petits mots comme ça, j'espère que vous avez compris. Et par quoi elle est commencée? Par une aire pacemaker. Si vous vous rappelez, les pacemakers, c'est les cellules de Cajal. Et du coup, ces cellules, elles vont créer des ondes péristaltiques dans les 2 directions. Et ces ondes vont aboutir à une contraction de l'estomac. Et cette contraction va entraîner le brassage des aliments.
Et ensuite, l'évacuation en petite quantité dans le duodénum. Le duodénum, pardon, vu qu'il y a un pylore c'est un sphincter, et que c'est petit, ça peut récupérer que tout ce qui est liquide et tout ce qui est ouais, très petit. Donc c'est pour ça que ça brasse, puis il y a un petit peu qui sort, un petit peu qui sort. Il n'y a pas tout qui se déverse dans le duodénum. Et donc vous avez plusieurs facteurs qui peuvent influencer le temps de vidange, c'est-à-dire le temps d'évacuation de votre estomac, la composition et la température du repas. Vous savez que si vous mangez des choses très très grasses, super dures à digérer, et votre digestion va être beaucoup plus longue que si c'est plutôt riche en glucides. Et puis, selon la position, les variations circadiennes et les facteurs psychoactifs, là aussi, vous pouvez ralentir ou accélérer votre transit gastrique. Si ensuite, donc là, on avait vu l'histologie, on a vu la motricité, et maintenant, on va voir les sécrétions qu'il y a dans votre estomac. Alors, la température, en gros, il faut savoir que, oui, alors je l'ai marqué, si ce que vous mangez, c'est trop chaud, vous allez avoir du mal à l'assimiler. Alors, je ne saurais pas vous donner pourquoi vous avez du mal à l'assimiler, mais c'est pour ça que souvent, on vous dit qu'un repas, vous devez le manger tiède. Déjà, pour votre œsophage, c'est quand même plus sympa que de manger un truc qui brûle. Vous devez pas mettre trop de lipides, vous devez le manger assis debout, pas couché, etc. Je ne sais pas si j'ai mieux expliqué, mais en fait, ouais, là, quand c'est trop chaud, vous avez du mal à le digérer. Enfin, je dis vous, mais les êtres humains. Voilà. Donc, les sécrétions que vous allez avoir au niveau de votre estomac vont composer le suc gastrique. Et ce suc gastrique, c'est 3 choses. C'est d'abord de l'acide chlorhydrique. Voilà, tu avais raison, HCl, pardon. Et donc, cet acide chlorhydrique est sécrété par les cellules pariétales. C'est un type de cellule que vous avez dans votre épithélium des glandes. Vous avez aussi du mucus, qui permet une protection physique et chimique. En gros, si vous savez, votre sucre, il est très acide, vu qu'il y a de l'acide chlorhydrique. Et donc, il doit avoir une protection qui est faite à votre épithélium. Parce que si votre épithélium il rentre directement en contact avec cet acide, on vous brûle l'estomac. Hein. Donc, c'est pour ça que des fois, je sais pas, vous avez des gens qui vous disent « Ouais, j'ai eu des brûlures d'estomac et tout. » En fait, c'est le fait que le mucus a disparu et du coup, cet acide chlorhydrique est rentré directement en contact avec votre muqueuse et a créé un trou. Voilà. Puis vous avez ensuite le facteur intrinsèque, qui est lui sécrété par les cellules pariétales. Et le facteur intrinsèque, il a un rôle dans l'absorption de la vitamine B12. Tout ce suc gastrique a un rôle dans la défense de l'organisme, parce que vu que c'est très acide, c'est bactéricide. Un rôle dans la dénutrition des protéines, pareil, l'acidité facilite la digestion. Ça va aussi stimuler la sécrétion d'hormones qui favorisent in fine la sécrétion de bile et de sucre pancréatique, on va voir ça après. Ça va activer le pepsinogène en pepsine actif. Pepsine, c'est celui qui va découper les protéines. Et ça va stimuler la sécrétion organique d'enzymes. Si du coup, on regarde cette fameuse composition enzymatique du suc gastrique, en plus d'avoir du coup de l'acide, du mucus et du facteur intrinsèque, vous avez des enzymes qui sont produites par les cellules principales. Le pepsine, c'est quoi, ou la pepsine? C'est sécrété sous forme de pepsinogène inactif. En gros, c'est une protéine qui est inactive, qui pour l'instant ne marche pas. Mais si elle rentre en contact avec l'acidité du suc gastrique, elle marche. Donc elle est active. Elle, son rôle, c'est de venir fragmenter les grosses protéines en polypeptides, donc de permettre la dégradation, la digestion des protéines. Et du coup, elle est efficace à pH acide. Puis ensuite, vous avez la lipase gastrique, donc lipase pour lipides, qui scinde les triglycérides en acides gras monoglycérides et en diglycérides, donc en gros qui casse les lipides en plus petits constituants, et qui elle aussi est active à pH acide, mais plutôt vers 5,6, mais bon, elle est quand même active à pH acide. Du coup, ce sucre gastrique dont on a parlé, c'est 1,5 litres à 3 litres par jour, et il a quand même un pH variable, même si il est acide dans la plupart du temps, mais il peut quand même être modulé suivant les aliments qui vont rentrer en contact. On va un peu en reparler après. Du coup, tout ce qui va se passer au niveau de votre estomac, il va suivre une régulation nerveuse et hormonale. Donc, les différentes actions, que ce soit le remplissage, etc., il faut que ça soit régulé. Hein.
Et c'est régulé sous forme de 3 phases, une phase céphalique, une phase gastrique, une phase intestinale. Ces phases, elles se chevauchent un peu, on va en parler en détail. Donc, la phase céphalique, c'est la première phase de régulation de l'action de votre estomac. Cette phase, c'est un peu la phase où on va dire à votre estomac, OK, là, il va falloir commencer à se réveiller, il va falloir bouger. Et du coup, cette phase, elle est due à un mécanisme réflexe qui utilise le nerf vague, donc le nerf 10, comme voie efférente. En gros, vous allez voir, vous allez goûter, ou vous allez sentir de la nourriture, et ça va entraîner la sécrétion gastrique par un réflexe conditionné. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous avez de la nourriture devant vous, votre cerveau, il va le voir, et il va dire, OK, je vais le manger, parce que dans sa tête, il va le manger, et donc, je vais actionner mon estomac pour qu'il commence à marcher et puis que tout le mécanisme se mette en route. Et donc, c'est par quoi? Par ce fameux nerf vague qui va du coup venir activer l'estomac, les muscles lisses, pour favoriser du coup le début de cette motricité, et qui va stimuler aussi la sécrétion de gastrine qui est une hormone qui va venir aider à la sécrétion d'acide, donc de sucre. Donc au final, vous voyez de la nourriture, vous dites purée, il faut que je la mange. Votre cerveau il dit ok, il faut que tu la manges, du coup, je vais activer ton estomac. Il va commencer à un peu se mettre en forme, donc à se mouvoir, et il va commencer à sécréter du sucre pour pouvoir accueillir la nourriture. Ça, c'est la première phase, la phase céphalique. Donc ça veut dire dirigée par votre cerveau. Ensuite, vous avez la phase gastrique. Donc ici, la nourriture elle est arrivée dans votre estomac, et ça va avoir plusieurs conséquences. Ça va avoir une conséquence sur le contrôle nerveux, c'est-à-dire que vous allez avoir la distension de votre estomac qui va activer des mécanorécepteurs, qui sont sensibles à l'altèrement, pour dire à votre cerveau, OK, il y a bien la nourriture, je m'étire, c'est normal. Vous avez aussi des chémorécepteurs qui, eux, détectent l'augmentation de pH. Quand vous mangez, ce que vous mangez, c'est pas acide, en grande majorité, et donc ça va augmenter le pH de votre sucre, parce que du coup, le sucre, il était acide. Si je mange quelque chose qui est basique plutôt, ou neutre, il va devenir un peu moins acide, mon sucre. Et du coup, ça va dire à ces chémorécepteurs. Et tout ça, les mécanorécepteurs et les chémorécepteurs ensemble, ils vont permettre d'envoyer des influx nerveux aux fibres parasympathiques. Ces fibres, du coup, elles vont dire « Ok, il y a bien la nourriture, c'est bon, on l'a mangé, on va stimuler la contraction et la sécrétion gastrique. » Du coup, on va continuer ce qu'on avait déjà fait, mais pour être encore plus efficace et pour permettre une digestion. J'espère que vous me suivez. Et ensuite, on a un contrôle hormonal. Bon, c'est un peu la même chose que ce qui va se passer au niveau nerveux. Distension, alcalinité et protéines partiellement digérées favorisent la sécrétion de gastrine. La gastrine, c'est quoi? C'est une hormone. Et du coup, ça va permettre, elle aussi, la contraction des muscles lisses, mais surtout les sécrétions d'acide. Donc, on avait la phase céphalique, c'est votre cerveau qui dit à votre estomac de se réveiller. Phase gastrique, c'est votre estomac qui dit « Ouais, c'est bien, j'ai bien de la bouffe », et du coup, qui va dire « Ok, maintenant, il faut qu'on active réellement ce qu'on doit faire, et qu'on active la motricité, etc. » Et ensuite, vous avez la phase intestinale. La phase intestinale, pardon, c'est la dernière phase. Et du coup, c'est la phase qui dit que vous avez votre estomac qui est en train de brasser, qui commence à faire aller dans votre duodénum de la nourriture, et du coup, il va falloir freiner ce qui est en train d'être fait. Parce qu'en fait, si ça va trop vite, la nourriture va trop aller dans le duodénum, vous allez faire une mauvaise digestion, parce que au moment, c'est par petites poussées que ça va. Et aussi, toute l'acidité qu'il y avait dans votre estomac, si ça passe dans votre duodénum qui n'est absolument pas protégé contre cette acidité, ça va vous faire des trous dans le duodénum, ce qui n'est pas cool. Du coup, cette phase intestinale, elle intervient de façon plus tardive, ça va être du coup des inhibitions en grande majorité, et on va faire un frein duodénal. Donc en fait, le duodénum, lorsqu'il va recevoir la nourriture, va dire à l'estomac « Ok, maintenant tu te calmes, faut ralentir, ok, pour que je puisse me préparer à recevoir la nourriture. » Donc on va ralentir la sortie du chyme gastrique, donc du bol alimentaire si vous préférez, pour qu'il n'en reçoive pas trop, le duodénum. Parce que le duodénum aussi n'accepte qu'un chyme de bonne qualité, c'est-à-dire liquide, avec des protéines petites, donc ce qui passe, pour pouvoir être facilement dégradé. Parce qu'en fait, si la grosse nourriture là, qui n'est pas digérée, votre steak, passe directement dans votre duodénum, bon là, c'est la catastrophe. Par contre, si votre steak il a bien été découpé en protéines, qu'il a bien été inclus dans un mélange assez liquide, là par contre, votre duodénum va faire c'est bon, moi après je vais pouvoir le digérer. Et du coup, cette phase intestinale, elle correspond à l'extinction de la sécrétion,
sécrétion acide qui se fait ici, parce que sinon, du coup, le duodénum, comme je vous ai dit, il brûle, parce que c'est trop acide pour lui. Okay. Du coup, l'arrivée des éléments au contact de la muqueuse intestinale libère des hormones intestinales qui s'opposent à cette sécrétion. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu une rétroaction où votre duodénum, il fait à l'estomac, vas-y, calme-toi, là, tu vas trop vite. Donc voilà, donc il y a toute la régulation qui se fait au niveau de l'estomac. Ça se déroule de façon nerveuse et hormonale sous 3 phases, une phase céphalique, une phase gastrique et une phase intestinale. Et l'ensemble permet du coup la bonne digestion, la bonne, comment dire, le bon mécanisme qui va se faire au niveau de l'estomac. J'espère que c'est bon. Donc là, je vous ai fait un petit QCM là aussi pour un peu voir si vous avez tout compris et pour casser un peu avec le cours qui est parfois un peu compliqué, même pour moi, je ne vais pas vous mentir. Donc là aussi, vous avez 1 minute 30 pour le faire et puis après, on corrige. Ok, du coup, normalement, les 1 minute 30 sont passées. Je ne sais pas si vous avez réussi à faire le QCM. Bon, ok, vous avez réussi. Vous voulez que je vous laisse plus de temps, peut-être? Je sais pas. Ok, bon. On va corriger, je sens que vous avez du mal peut-être. Du coup, les réponses, c'était BCE. On va regarder pourquoi. La musculeuse de l'estomac est constituée de 2 couches de fibres pour permettre un grand brassage des aliments. Ça, c'est faux. Je vous avais dit qu'il y avait 3 couches. C'était un peu l'exception du tube digestif pour permettre un gros brassage. Donc déjà, la A, elle est fausse. Ensuite, la B. L'estomac à jeun est parcouru par des ondes de faible amplitude. Ça, c'était vrai, c'était ce que je vous avais dit, votre activité myogène spontanée, le fait qu'il y ait des ondes qui parcourent comme ça pour tenir une pression supérieure à celle de l'œsophage. Donc la B, c'était vrai. Ensuite, la C, la sécrétion acide du tube digestif est indispensable pour l'action de certaines enzymes. Donc ça, c'est totalement vrai. C'est par exemple la pepsine qu'on voit juste en dessous, ou bien aussi la lipase gastrique. Donc C, c'était vrai. La D, la pepsine permet de digérer les glucides, donc ça c'est faux. En fait, la pepsine, il faut se dire pepsine, peptide, ok, ou protéine, PP. Et donc la pepsine, ça permet de digérer les protéines et non les glucides. Donc la D, elle était fausse. Et E, le nerf vague stimule la sécrétion de gastrine. C'est vrai. Du coup, B, C, E. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie. Parce que peut-être que le QCM était un peu méchant, je ne sais pas. Genre vraiment faites attention, c'est un peu les questions type. Bon là je sais que c'est le début, la pré-rentrée, vraiment, vous ne stressez pas si vous n'arrivez pas à réussir, surtout que le cours il vient juste d'être fait. Hein.
Donc maintenant, on va passer à la phase intestinale, donc la phase de l'intestin grêle, qui est la troisième phase, et on va s'intéresser un peu à l'anatomie. Donc bon, j'avais pas un schéma que de l'intestin, c'était un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Donc l'intestin, ça commence ici, au sphincter pylorique, ça fait duodénum, jejunum, iléon, et ça finit ici, au niveau de la valve iléo-caïcale. Okay. C'est la partie centrale et inférieure de l'abdomen, okay, c'est en bas, on va dire, de votre tronc. C'est 75 à 85% de la longueur totale du tube digestif. En fait, votre intestin, il fait entre 6 et 8 mètres, donc c'est très 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 long, et vous allez voir, c'est un rôle super important pour l'absorption. Le duodénum, c'est cette partie-là, c'est la première partie de l'intestin grêle, va recevoir le canal de Wirsung et le canal cholédoque. Ce sont deux canaux qui permettent de relier le duodénum à des glandes. Wirsung, c'est le pancréas, et cholédoque, c'est le foie. Et donc, ça permet aux sécrétions des glandes annexes, qu'on avait vu tout au début, de pouvoir atteindre le bol alimentaire et de pouvoir jouer un rôle dans la digestion et l'absorption. Donc, histologiquement parlant, on a une séreuse. La séreuse, c'est ce qui est la plus externe. Une musculeuse, c'est les fameuses deux couches, non pas trois. Et une sous-muqueuse. La sous-muqueuse, elle, va être constituée de glandes qu'on appelle glandes duodénales de Brunner, parce qu'elles sont que dans le duodénum, qui sécrètent un mucus alcalin qui contribue à neutraliser l'acidité du film gastrique. Je ne sais pas si vous aviez vu que du coup... Oh, pardon. Voilà. Ok. Du coup, vous aviez vu que le duodénum, il va recevoir le chyme gastrique, et ce chyme, il est acide. Et donc, le duodénum ne peut pas supporter cette acidité. Donc, il va devoir, en réponse, c'était la phase intestinale, sécréter, grâce à la stimulation du nerf vague, lui-même stimulé par le fait que ce soit acide, du mucus qui va du coup, si c'est acide et si c'est basique, ça devient neutre. Voilà. Et du coup, ce mucus, c'est une protection du duodénum face à l'acidité des aliments qui arrivent. Vous avez ensuite la muqueuse qui est aussi constituée de glandes de Lieberkühn, si je prononce bien, ou glandes intestinales. Elle, c'est celle-ci. Okay, c'est elle, pardon. Ça, c'était les glandes de Brunner ou les glandes sous-muqueuses. Et elle, c'est les glandes intestinales, parce que ça, c'est la muqueuse. Ça va être là, elles vont jusqu'à ici. Et donc, ces glandes, c'est les glandes exocrines qui sont en tube droit, ça, et qui sécrètent du suc intestinal. Dans ces glandes, on a, et puis même ici, dans la muqueuse, on a 4 types de cellules. Les cellules absorbantes, c'est les entérocytes. En fait, c'est les cellules de l'absorption. Vraiment, c'est les cellules qui vont absorber glucides, protéines, etc. Les cellules minéraux, c'est vraiment les cellules les plus importantes et elles sont en très très grande quantité dans le tube digestif, enfin dans l'intestin. Vous avez des cellules calciformes, c'est les cellules de mucus qui vont produire en fait, du coup, ce fameux mucus important. Les cellules de Paneth qui vont produire du lysozyme. Lysozyme, c'est l'antibactérien, le bactéricide. Et des cellules entéro-endocrines, donc des cellules endocrines qui produisent les hormones. Donc tout ça, ça fait partie de la muqueuse. Pour continuer dans l'histologie, il faut comprendre que la majeure partie de l'absorption, elle va avoir lieu dans l'intestin grêle. C'est vraiment l'organe de l'absorption. Et cette absorption, elle est permise par une très grande comment dire, surface causée par 3 choses principales. Les valvules connivantes. Donc là, si on voit le petit dessin, c'est ça les valvules connivantes. C'est quoi? C'est des replis transversaux de la sous-muqueuse. En fait, votre sous-muqueuse, qui est en dessous de la muqueuse, elle va venir se replier et donc créer un petit peu des vagues longitudinales, voilà, transversales, au sein de votre intestin. Okay, donc là, ça fait quand même une plus grosse surface d'échange. Dites-vous que si ça fait ça, mais ça colle, c'est mieux que si ça fait juste ça. On a aussi les villosités. Les villosités, par contre, c'est les reliefs endroits de la muqueuse. Donc c'est ici. Imaginez que vous avez votre muqueuse, et la muqueuse, elle fait ça. Hop. Donc là aussi, on agrandit la surface, parce que là, que ça soit tout droit, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc il y a beaucoup de surface sur une plus petite partie, on va dire.
Et puis vous avez ensuite les microvillosités qui sont aussi des replis, mais là de façon beaucoup plus petite, parce qu'on va non pas être au niveau de la sous-muqueuse, non pas être au niveau de la muqueuse, mais au niveau des cellules, et donc des entérocytes. Et c'est ce qu'on appelle la bordure en brosse. Donc tout ça, tous ces grands plis vont former une surface d'échange totale de 200 mètres carrés, donc c'est assez énorme. Et l'essentiel d'absorption va se faire au niveau du duodénum. La structure de la muqueuse est donc différente selon les parties de l'intestin. En fait, au début de l'intestin, on va avoir beaucoup plus de cellules absorbantes qu'à la fin, parce que l'absorption sera, du coup, comme on l'a dit, dans le début de l'intestin. Donc après, en fait, on en a moins besoin parce que il y aura plus d'absorption, pas besoin d'avoir autant de cellules absorbantes. Si maintenant on regarde la motricité intestinale et la digestion mécanique, il faut comprendre que la motricité se fait sous 2 périodes. Une période interdigestive, on va avoir des contractions régulières du duodénum jusqu'à la fin de l'iléon. Donc le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Le duodénum, l'iléon, pardon, c'est la dernière partie de l'intestin grêle. Et on va avoir ce qu'on appelle des complexes moteurs migrants, ou CMM, dont on va parler un petit peu après. Et il y a aussi une période digestive, donc là c'est quand on a la nourriture dans l'intestin, où on va avoir une activité contractile continue et irrégulière qui va permettre le malaxage et la propulsion du contenu intestinal. Donc c'est vraiment genre l'action, là où on est dans l'action de l'intestin. Le contrôle de cette motricité, de ces 2 périodes, va se faire soit au niveau myogène, donc c'est les ondes lentes qu'on avait parlé tout au début, soit au niveau nerveux. Par exemple, au niveau parasympathique, on augmente la motilité, cette motricité, etc. Au niveau orthosympathique, sympathique, c'est la même chose. On diminue la motilité. Et puis, il y a aussi le contrôle hormonal. La motiline va entraîner ces complexes moteurs migrants. Okay. Si du coup on s'intéresse au complexe moteur migrant, au CMM, qui se passe pendant la période, on va dire, de jeûne, ou en tout cas quand il n'y a pas de nourriture au sein de l'intestin, et bien ce complexe est fait en 3 phases. La phase 1, c'est une phase de quiescence ou de repos. En gros, vous allez avoir ce qu'on appelle des ondes lentes. Voilà. Ensuite, la phase 2, c'est une apparition irrégulière d'un potentiel d'action. Vu que le potentiel d'action, c'est ce qui est à l'origine de la contraction, si c'est irrégulière, on a moins de contraction. La phase 3, c'est une activité régulière, parce que vu qu'on a des potentiels d'action à chaque onde, potentiel d'action égale contraction, on a vraiment de grosses contractions, c'est tout le temps, c'est puissant, etc. Donc c'est un peu genre, je ne sais pas si vous voyez, exponentiel. Et donc tout ça, ça va permettre de à la fois vidanger les aliments ou les cellules de l'intestin, pour permettre un peu un renouvellement, et empêcher la prolifération bactérienne. Voilà. Parce que vous n'avez pas trop de bactéries au sein de votre intestin grêle, vous en aurez beaucoup plus au sein du côlon, où il n'y a pas de complexe moteur migrant. Et ce CMM, il s'arrête au niveau d'un nouveau repas. Donc ça, c'était la motricité à jeun. Maintenant, on va voir la motricité intestinale quand il y a quelque chose dans l'intestin. Vous avez 2 types de mouvements. D'abord, des mouvements de segmentation. C'est le mouvement le plus important, qui se fait du coup comme ça, de façon transversale. On va mélanger le chyme et les sucs digestifs, on va mettre les aliments en contact de la muqueuse pour l'absorption, et par contre, vu que c'est dans ce sens-là, ça ne progresse pas, hein, ça reste sur place. Et les mouvements locaux de péristatisme, eux par contre, permettent la progression parce qu'ils sont dans ce sens-là, et du coup, on propulse le chyme le long de l'intestin. Les donc 3 fonctions de motricité de l'intestin grêle sont favoriser le mélange des aliments avec les sécrétions digestives. Comme on a dit, il y a un espèce de suc digestif qu'on va revoir un petit peu après, qui permet une meilleure digestion, une meilleure absorption. Faciliter le contact du chyme avec la muqueuse pour cette fameuse absorption. Et assurer la propulsion, donc le fait que le bol alimentaire, il ne va pas pouvoir rester toute sa vie dans l'intestin, il va falloir qu'il aille dans le côlon. Et donc, c'est grâce à cette propulsion. Ouais. Ensuite, dans les sécrétions digestives, vous avez 3 types d'organes, on va dire, qui interviennent dans ces sécrétions digestives. Sécrétions qui sont super importantes, comme je vous avais dit, pour la digestion et l'absorption. On a des sécrétions intestinales, donc c'est l'intestin en lui-même, duodénum, iléon, jejunum, qui va produire un suc.
Ok, alors voilà. Est-ce que j'ai une question dessus ou c'était juste pour la voir? Ok. Du coup, pour revenir, vous avez des sécrétions au niveau intestinal. Elles peuvent être soit d'origine intestinale, soit d'origine pancréatique, soit d'origine biliaire. Biliaire, c'est votre vésicule biliaire qui est ici, qui appartient à votre estomac, à votre... Oh là là, désolée. À parler du système digestif, là, je m'embrouille. Qui appartient à votre foie. Vous avez les sécrétions pancréatiques, donc c'est votre pancréas ici, et les sécrétions intestinales, c'est votre intestin ici. Dans les sécrétions, vous avez du coup ce fameux suc intestinal. C'est un liquide clair et jaunâtre. C'est 1 à 2 litres par jour qui sont formés par les glandes de Lieberkühn, qui sont une glande de la muqueuse, attention, qui sont une glande duodénale. Vous avez un pH alcalin. Donc, on reste sur le fait que s'il y a trop d'acidité, ben, c'est pas bien. Et donc là, vu que c'est alcalin, c'est au-dessus d'acide, donc c'est basique. Et puis, une composition eau, éléments minéraux, mucus, enzymes, tout ça participant à la digestion et à l'absorption des aliments. On a ensuite la bordure en brosse. La bordure en brosse, ce que je vous avais dit, c'était les cellules intestinales qui ont une petite villosité, là, comme ça, là, plutôt, au niveau du pôle apical, donc le pôle en contact avec la lumière. Cette bordure en brosse, eh ben, elle va présenter une fine couche de mucus qui présente des enzymes. Enzymes responsables de la digestion, donc ça fait partie du suc intestinal, si vous voulez. Enzymes pour la digestion des glucides, des peptides, des nucléotides et entérokinase. Donc voilà, l'entérokinase, c'est ce qui active le trypsinogène en trypsine. Bref, c'est pas super important. Ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau de la bordure en brosse, donc au niveau même des villosités sur les cellules intestinales, vous allez avoir un ensemble d'enzymes qui continuent l'action de digestion qui s'est fait dans la bouche, dans l'estomac et dans le début de l'intestin, au niveau du suc intestinal. Voilà. Ensuite, donc ça c'était les sécrétions intestinales. Maintenant, on va regarder les sécrétions pancréatiques. Et le pancréas, à savoir que c'est la plus grande, sa deuxième plus grande glande de l'organisme après le foie. C'est derrière l'estomac. Là, bon, j'ai pas un petit dessin, mais imaginons l'estomac, il est là. Hop, il le cache. C'est relié par 2 canaux au duodénum. Le Wirsung, c'est le canal principal, et le Santorini, c'est le canal accessoire. Et elle est composée de 2 parties distinctes. Le pancréas exocrine, qui produit le suc pancréatique, donc tout ce qui est enzymes pour la digestion, etc. Et le pancréas endocrine, qui produit les hormones, ça vous l'avez vu dans les glucides, c'est le glucagon et l'insuline. Il y a 2 types de sécrétion pancréatique. Si on est en phase interprandiale, donc on est entre les repas, on va avoir un suc épais, visqueux et à pH neutre. Par contre, si on est en phase prandiale, il va être fluide, aqueux, incolore, alcalin, ce sera 1 à 2 litres toutes les 24 heures et composé d'eau, d'électrolytes et d'enzymes. Voilà. Il faut juste retenir que le suc, il est différent, à la fois dans sa viscosité, dans son pH et dans sa composition. Ces sécrétions pancréatiques, elles vont posséder des enzymes pancréatiques, enzymes lipolytiques pour la destruction des lipides, glycolytiques pour la digestion des glucides et protéolytiques pour la digestion des protéines. Donc là, je vous ai mis le détail, lipase pancréatique, colipase, phospholipase, cholestérol-estérase pour le lipolytique, alpha-amylase pancréatique pour le glycolytique, endopeptidase et exopeptidase pour le protéolytique. Voilà. Donc ça, c'était les sécrétions pancréatiques qui s'ajoutent aux sécrétions intestinales. Et maintenant, on va voir les sécrétions biliaires, donc les sécrétions de la vésicule biliaire ou du foie. Le foie, c'est la plus lourde glande de l'organisme. C'est tout ça. Il est sous le diaphragme, donc vous pouvez voir ici. Il est divisé en 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche, et il est séparé par le ligament falciforme. Vous voyez ici. La muqueuse de la vésicule biliaire se compose d'un épithélium cylindrique simple, et il n'y a pas de sous-muqueuse. Okay. Le rôle du foie, c'est de stocker et concentrer la bielle jusqu'à 10 fois. Vous allez voir que la bielle, c'est ce qui est déversé dans le duodénum par le cholédoque. Le cholédoque, c'est
ce canal. Et là, imaginez que vous avez votre duodénum. La sécrétion biliaire, c'est par les hépatocytes. Les hépatocytes, c'est les cellules du foie. Okay, ces hépatocytes vont donner d'une sécrétion biliaire drainée par des canicules biliaires dans des canaux biliaires. Bref, c'est un ensemble de canaux, si vous voulez, qui vont ensuite donner les canaux hépatiques droit et gauche, qui vont fusionner en canal hépatique commun, ici, pour fusionner ensuite avec la vésicule biliaire et donner le cholédoque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un repas, vous avez divers stimuli qui vont faire en sorte que la vésicule biliaire, pardon, celle qui concentre la bile qui aurait été poussée au niveau du foie, descendent tout le long du cholédoque pour aller au final dans le duodénum. Donc, pour retenir, votre foie produit de la bile qui va ensuite être stockée dans votre vésicule biliaire qui est ici. S'il y a un stimuli, bam, ça va finir dans le duodénum parce que c'est un rôle dans la digestion, l'absorption, etc. Voilà, j'espère que vous avez compris. Cette sécrétion biliaire, elle est produite de façon continue par le foie, mais par contre, elle est stockée dans la vésicule biliaire. C'est 800 à 1000 litres par jour. C'est un liquide qui est jaune hépatique, donc jaune ici hépatique, brun vert si vésiculaire, parce que votre vésicule biliaire fournit aussi une propre bile, qui est différente de la bile qui est fournie par votre foie, vous comprenez. Et ce pH va être plutôt alcalin, donc plutôt basique, 7, 6, 8, 5, est composé en eau, acide biliaire, sel biliaire, cholestérol, lécithine et en déchets, parce qu'en fait, votre foie, si vous savez, c'est l'organe en fait qui va servir un peu de poubelle de l'organisme. C'est là où on va tout trier, etc. Et du coup, par cette bile, on va aussi éliminer des choses dont le corps n'a plus besoin. Et donc, vu que vous savez qu'au final, votre bol alimentaire va finir dans les fesses, donc voilà, ça permet d'éliminer tout ça. La sécrétion biliaire, il faut comprendre que la bile, elle joue un rôle super important dans la digestion. Elle va émulsifier les graisses, former des micelles pour les digérer. Elle va augmenter la surface attaquable par les lipases. Vu qu'on émulsifie les graisses, on les fait en espèce de rond, si vous voulez, en sphère. Et du coup, une sphère, c'est beaucoup mieux qu'une graisse tout seul qui n'est pas attaquable. Et là, les lipases, ils vont pouvoir tout toucher vu que c'est un rond, une sphère. Ça va neutraliser le chyme gastrique là aussi parce qu'il y a des bicarbonates. Bicarbonates, en fait, c'est des ions qui vont s'associer avec les acides pour neutraliser et donner quelque chose de neutre. Mais aussi, on a un rôle éliminatoire de la bilirubine. La bilirubine, c'est aussi quelque chose qui est à éliminer, dont l'organisme n'en a plus besoin lorsque vos globules rouges ont été tués, parce que c'est un constituant des globules rouges. Et du coup, on peut l'éliminer par quoi? Par la bile. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a le foie qui permet un peu de tout trier comme déchets et qui élimine par la bile. Alors, comme je vous avais dit, l'intestin, c'est de l'absorption. C'est l'endroit où il y a l'absorption la plus importante. Et donc, tous les phénomènes chimiques et mécaniques de la digestion servent donc à transformer les aliments composés capables de traverser le sillon vaginal et de pénétrer dans les vaisseaux pour être transportés dans le reste de l'organisme. Et c'est donc ça, en fait, cette absorption. L'absorption, c'est le passage des nutriments, donc des choses absorbables, du tube digestif dans le sang. L'absorption, c'est le but, en fait, final de votre tube digestif, de dire, OK, on a mangé, maintenant, il faut que ça rejoigne le compartiment sanguin et que ça puisse être distribué à l'organisme. Parce que si vous avez juste une digestion, donc le fait de réduire les aliments en petites choses, mais que vous absorbez pas, ça va servir à rien, en fait, autant ne pas manger. Voilà. Et donc, 90% de cette absorption s'effectue dans le grêle. L'absorption, elle peut se faire grâce à 3 mécanismes. Une diffusion passive. Donc, en gros, imaginez, là, vous avez votre cellule. Là, vous avez la lumière. Et là, vous avez la paroi du tube digestif. Si ça passe direct, qu'il n'y a pas besoin de choses, de transporter, etc., c'est une diffusion passive. Par contre, s'il y a un transporteur membranaire, que j'aurais doit passer par quelque chose pour ensuite y aller, c'est une diffusion facilitée. Et si par contre, en plus d'avoir un transporteur membranaire et qui a besoin d'énergie pour faire passer cette chose, le nutriment par exemple, c'est un transport actif. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'absorption, on passe du tube digestif au sang.
Et cette absorption, elle se fait par plusieurs mécanismes suivant le nutriment en question, suivant la cellule en question, etc. Et donc le but, c'est d'atteindre la circulation sanguine pour aller ensuite se distribuer dans le reste de l'organisme. Du coup, on va voir les digestions et l'absorption des 3 grandes classes qu'on avait vues tout au début, qui nécessitent une digestion: glucides, lipides et protéines. Dans les glucides, vous avez vos glucides alimentaires qui sont composés à 80% de polysaccharides et à 20% de mono et disaccharides. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que votre intestin ne laisse passer dans la circulation sanguine que les monosaccharides. Ok. Bon là, la phrase n'est pas continuée, je ne sais pas pourquoi, mais les polysaccharides ne sont absolument pas absorbés. Ok, c'est vraiment que les monosaccharides. Et du coup, voilà, en fait, pardon, la phrase se continue, mais j'ai mal montré. Les polysaccharides sont alors fragmentés en monosaccharides pour être absorbés. Donc ça, c'est vraiment retenir. Je vous avais dit que l'épithélium de votre intestin ne peut pas tout faire passer, il est imperméable, et il est imperméable aux grosses molécules. Le monosaccharide, c'est une petite molécule absorbable, alors que le polysaccharide, c'est une grosse molécule qui ne passe pas. Ça, c'est vraiment super important. Ça, c'est vraiment genre the question que fait... alors là, je ne sais plus si c'est la prof que j'avais mis en passe, mais c'est celle-là. C'est the question que fait la prof, normalement. Okay. Là, on va prendre l'exemple de la digestion de l'amidon. L'amidon qui est un glucide complexe, que vous avez vu normalement dans le cours des glucides. Sa digestion commence dans la bouche par l'amylase salivaire. Elle se poursuit ensuite dans le grêle par l'amylase pancréatique. Donc, c'est le sucre pancréatique qui est déversé et c'est une enzyme pancréatique, du coup. Et puis ensuite, on a les enzymes de la bordure en brosse, des enzymes de dégradation des glucides qui vont agir sur le reste de l'amidon pour obtenir des monosaccharides. Monosaccharides, eux, qui sont absorbables. Okay. Ces monosaccharides pourront donc être transportés par diffusion facilitée ou transport actif, donc nécessitant quelque chose à la membrane pour le faire passer, donc un petit transporteur. Et après, ça pourrait aller dans la circulation sanguine, voilà. C'est tout. Et donc, il faut bien comprendre que le processus de digestion et d'absorption, c'est indissociable. Si vous n'avez pas de digestion, vous n'avez pas d'absorption des glucides. C'est à moins que vous mangiez du glucose ou du fructose très très simple, vous ne pourrez pas absorber les amidons, par exemple, si vous n'avez pas de digestion. Ensuite, on a la digestion des protéines. Les protéines, contrairement aux glucides et aux lipides qui sont sources d'énergie, eux sont source de nutriments azotés. Et les acides aminés, qui sont donc l'élément, qui sont la molécule élémentaire des protéines, parce qu'un ensemble d'acides aminés forme des protéines, eux sont nécessaires à la croissance et au renouvellement tissulaire. Okay. La digestion de ces protéines, de ces peptides, voilà, de grosses molécules, elle va commencer au niveau de l'estomac, par la pepsine. On avait vu que la pepsine, c'est une enzyme qui agit à pH acide et qui casse les grosses protéines en plus petits peptides. Donc, protéines, peptides, acides aminés. Donc, ça va continuer dans le grêle par les enzymes du sucre pancréatique, donc des enzymes protéases qui cassent les protéines. Puis ça va finir dans la bordure en brosse. Bordure en brosse, je rappelle que c'est tout au-dessus des cellules entérocytaires, donc des cellules absorbantes, par les peptidases qui cassent les peptides. Et donc toute cette digestion permet au final de donner des acides aminés ou des peptides. Et par contre, là, les acides aminés et les peptides, les petits peptides, par contre, sont absorbables par les cellules de l'intestin. Okay. Pas besoin d'être que sous forme acide aminé. L'absorption, elle va se faire essentiellement dans l'intestin grêle, okay, par transport actif. Et vu qu'on a acide aminé, petits peptides, etc., il y a différents modes de transport. Si c'est un acide aminé, c'est Symport AA sodium. Un Symport, c'est quoi? L'acide aminé rentre, le sodium sort. C'est ça ce qu'on appelle un Symport. Et la sortie en fait de ce sodium donne l'énergie nécessaire au transport actif à l'entrée de l'acide aminé. Le transport des dits et des tripeptides, donc des petits peptides, des minuscules protéines si vous préférez, dépend d'un gradient de protons. Okay, c'est-à-dire que suivant les protons qu'il y a, ça pourra plus ou moins rentrer. Et puis les peptides absorbés dans l'entérocyte, donc dans la cellule absorbante de l'intestin,
seront hydrolysés, donc hydrolysés c'est dégradé, par une peptidase en grande majorité en acide aminé du coup, et ça sera rejeté, je ne sais pas si on voit pas, mais c'est acide aminé, pardon, et en majorité rejeté dans le sang portal. Donc portal c'est veine porte, c'est la veine qui va traverser ensuite le foie. Voilà, pas comme motivé. La digestion et l'absorption des lipides, donc la dernière classe qu'on va avoir. Il faut comprendre que les lipides, ils sont les plus abondants, non, les lipides les plus abondants dans l'alimentation, pardon, sont les triglycérides, donc à 80%, mais vous avez aussi des phospholipides et du cholestérol. La digestion, en s'intéressant aux triglycérides en grande majorité, se fait dans l'estomac par la lipase. On est ensuite dans l'intestin cérébral avec les sels biliaires, la phospholipase et le cholestérol estérase pancréatique. Tout ça permet de donner des acides gras et des monoglycérides absorbables qui vont pénétrer dans l'entérocyte par une diffusion passive, donc il n'y a pas besoin d'énergie, ça passe comme ça. Et puis ensuite, dans le réticulum endoplasmique, les triglycérides, les phospholipides et les apolipoprotéines s'agglomèrent sous forme de kilomicrons. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un cours sur les lipides, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les kilométrons, c'est un gros amas de molécules sphériques qui permet un transport dans la circulation sanguine. Et du coup, là, on a dégradé nos acides gras et nos monoglycérides, on les a retransformés ensuite en triglycérides, on les a associés aux phospholipides et aux apolipoprotéines pour former des kilométrons. Et donc, c'est, on va dire, cette forme de transport qui va avoir dans la circulation sanguine. Puis si une cellule a besoin de ces fameux lipides, bah, va dire au kilométron, vas-y, tu peux m'en passer, et puis le kilométron va libérer ces triglycérides. J'espère que c'est clair. Et du coup, les kilomicrons gagnent les lymphatiques, puis la circulation par le canal thoracique. En gros, le canal thoracique, c'est ce qui permet d'aboutir dans la circulation sanguine par l'aide du réseau lymphatique. Voilà. On a ensuite un transport de l'eau qui va être très important au sein du tube digestif et de l'intestin. Vous avez environ 9 litres liquidiens qui va pénétrer quotidiennement le crêle. Il provient du coup du fait que quand vous mangez, déjà, il y a potentiellement de l'eau dans ce que vous mangez et que vous allez boire. Okay, mais aussi, ça provient des sécrétions digestives qui vont aussi donner de l'eau, la salive, grande partie d'eau, etc. Du coup, 8 litres vont être réabsorbés au niveau du grêle. Donc, le grêle, c'est tout ça. Si je ne me trompe point. Ah non, attendez. Ah, oulala, la question, c'est comme des seins. Bon, c'est lui. C'est lui le grêle. OK. Et du coup, la quantité qui reste, les 900 ml, vont être par contre absorbés au niveau du côlon, du gros intestin. Okay. Seulement 100 ml vont être ensuite évacués dans les fesses. Donc en gros, pour faire un petit peu un... Je sais pas comment expliquer, mais bon, bref. La grande majorité est réabsorbée au niveau de l'intestin, 8 litres. Puis après, le gros intestin en réabsorbe aussi. Puis il y a une petite partie qui est évacuée dans les fesses. Donc, vous perdez quand même de l'eau de ce que vous mangez. OK. Et puis, finalement, donc on a vu qu'il y avait l'absorption de plein de choses, etc. Sauf que quand on absorbe, comme je vous ai dit, l'absorption, c'est qu'on passe de la lumière, du tube digestif, à la circulation. La circulation, elle est sous deux formes, circulation sanguine et circulation lymphatique. Okay, les nutriments qui sont absorbés, ils peuvent soit passer dans la circulation sanguine, soit dans la circulation lymphatique. Circulation qui, au final, elles vont quand même s'entremêler parce que le canal thoracique va se jeter dans la circulation sanguine. Canal thoracique, voie lymphatique, ok ? Donc la voie sanguine, c'est la voie préférentielle de l'eau, des sels minéraux, des monosaccharides, des acides aminés, de quelques acides gras et glycérols et d'une partie des vitamines. Tandis que la voie lymphatique, qu'on appelle chylifère, c'est les épisodes capillaires lymphatiques, c'est la voie préférentielle d'une petite partie de l'eau et des sels minéraux, de la majeure partie des acides gras et du glycérol et d'une petite partie de vitamines. Donc, pour retenir
Vraiment, ce que vous devez retenir, en fait, c'est que majorité, c'est dans les capillaires sanguins, sauf le gras qui va être au niveau lymphatique. C'est un peu comme ça que vous pouvez retenir. Moi, enfin, je me disais que lymphatique, la lymphe, c'est un peu gras et du coup, ça va attirer tout ce qui est acide gras et glycérol. Voilà. Donc, on a enfin fini cette partie sur l'intestin qui était interminable, je sais pas. Et du coup, on va faire un petit QCM là aussi, là, pour voir un peu si vous avez pu retenir des choses et pour vous donner un peu un exemple de ce que font tomber les profs. Donc, je vous laisse encore 1 minute 30 et puis après, on passera à la dernière partie. Ok, donc du coup, là, c'est la fin des 1 minute 30. Je ne sais pas si vous avez réussi à trouver. N'hésitez pas à mettre en commentaire au pire même vos idées. Puis comme ça, on peut corriger si c'est bon. C'est complexe moteur migrant, le CMM. Pardon, j'aurais dû mettre en développé comme tu as dit. Du coup, est-ce que c'est bon? Et est-ce qu'on peut passer à la correction? Ok. Ok. Du coup, là, je vais vite faire la correction pour voir. C'était, attendez, c'était A et B. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis AC. Attends, je vais vite corriger parce qu'il ne faut pas que. Ah, AB. C'était AB, pardon, pas AC. Donc, en fait, le A, par l'ensemble de ces piles, l'intestin grêle possède un très grand rôle d'absorption. C'est ce que je vous ai dit, les villosités, la bordure grosse, tout ça, ça crée une très grande surface. Et vu qu'il y a une surface importante, l'absorption en est encore plus importante. Ok. Le complexe moteur migrant, du coup le CMM, permet entre autres d'éviter la prolifération bactérienne. C'est vrai. En fait, les deux rôles du CMM, c'est quoi? C'est de permettre à ce que la nourriture qui reste dans votre intestin et les cellules qui sont mortes, parce que vous avez un renouvellement cellulaire très important, soient éliminées par ces ondes qui vont progresser jusqu'au côlon. Et aussi à ce qu'il n'y ait pas de prolifération bactérienne, parce que lorsque rien ne se fait, lorsque ça ne bouge pas, les bactéries vont pouvoir coloniser à partir du côlon ou de la nourriture qui aura été absorbée. Okay. Donc, c'est les deux rôles en fait, du CMM. Seuls les mono- et disaccharides sont absorbés par l'intestin. C'est faux que les monosaccharides, il faut très très bien retenir. La majeure partie des lipides circulent dans la circulation sanguine, c'est aussi faux. Les lipides, je vous ai dit, c'est le gras. Le gras, c'est quoi? C'est les lymphatiques. Okay. Et ensuite, les glucides sont une source d'azote. C'est faux, c'était les protéines qui étaient une source d'azote. Les glucides sont une source d'énergie. Donc là, je vous mets vite la correction. Et puis, on peut passer à la dernière partie. Et je pense que vous aurez envie que ça se finisse parce que c'est assez long. Du coup, la dernière partie, c'est la phase colique. Et on va regarder l'anatomie. En gros, là, c'est votre côlon. C'est la partie terminale du tube digestif qui va de l'iléon, ou de la valve iléo-caïcale, qui est une valve ici. Voilà, on ne la voit pas.
et qui fait tout ça pour finir par l'anus. Ok, et elle possède 4 segments. Hop. D'un point de vue fonctionnel, donc le point de vue qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'il y a un côlon proximal et un côlon distal. Le côlon proximal, c'est quoi? C'est le caïcum, le côlon ascendant et la moitié du côlon transverse. Lui, son rôle, c'est de faire un réservoir de réabsorption, de faire un réservoir, pardon, et de faire la réabsorption d'eau et des électrolytes. Okay. Le côlon distal, qui est donc l'autre moitié du transverse, descendant, et on va dire le rectum, c'est une zone d'activité motrice qui assure l'acheminement des matières fécales vers une zone de réserve que sont le sigmoïde et le rectum. Le sigmoïde, c'est lui, le rectum, c'est lui. D'accord? C'est un peu l'anatomie à comprendre. Donc, deux parties, proximales distales, qui ont des rôles différents. Okay. Première, c'est plutôt réservoir, réabsorption des eaux et des électrolytes. Deuxième, c'est l'acheminement et la réserve des matières fécales. Histologiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste les tuniques habituelles. Et il faut juste comprendre que la paroi, donc la paroi extérieure, n'est pas lisse. Ce n'est pas des replis, mais c'est ce qu'on appelle les ostrations. Je ne sais pas si vous voyez, là, on a un aspect un peu bosselé comme ça. Parce que ici, ça se referme, des mini-sphincters. Bon, c'est pas ça, mais c'est pour vous donner un peu une image. Du coup, voilà, un peu, si je peux vous montrer là, voilà, un aspect bosselé comme ça. Hein. Donc ça, c'est super important à retenir. C'est comme ça qu'on reconnaît le côlon. Et aussi, vous avez votre fameuse musculeuse, couche circulaire interne et longitudinale externe. Musculeuse qui est très importante dans le côlon parce qu'il faut l'acheminement de la fin du bol alimentaire et des matières fécales. Vous avez une digestion mécanique au niveau de votre côlon, donc c'est une motricité. Ces mouvements permettent d'abord de mélanger le contenu pour favoriser le processus de digestion, parce qu'il y a la fin de la digestion et la fin de l'absorption au niveau du côlon pour le sodium et l'eau. Faire une activité propulsive pour que le transit continue et puis qu'ensuite on peut aller aux toilettes. Et stocker temporairement les fécelles entre deux défécations. Vous n'allez pas aux toilettes toutes les 2 secondes, c'est parce qu'il y a un stockage, voilà, un stockage qui est très important, qui, comme on l'avait dit, c'est au niveau du sigmoïde et du rectum. Le sphincter iléocaïcal. Le sphincter, c'est ce qui est entre l'intestin grêle et le côlon. C'est un sphincter qui est fermé, et normalement, sauf que pour faire passer le chyme, donc la nourriture, eh bien, il s'ouvre. Et il s'ouvre grâce à l'action de la gastrine qui était donc une hormone qu'on a vu un petit peu plus haut au niveau de l'estomac. Les mouvements coliques commencent quand les substances traversent la valve iléocalicale. On a des brassages australes, du péristaltisme et des mouvements de masse. Et donc tout ça, ça permet une motricité du côlon. La modification du chyme, on va avoir de l'absorption de l'eau et un mouvement des électrolytes qui est important. Vous avez le bol caïcal, c'est-à-dire le bol alimentaire qui arrive au niveau du caïcum, première partie du côlon. Et ça, c'est liquide. Le but, c'est que ça devienne des fécès. Fécès, c'est solide. Et donc, comment on passe de liquide à solide? Eh ben, on réabsorbe l'eau, le sodium et le chlore. On va sécréter ensuite du potassium et du bicarbonate, c'est de l'élimination. Mais en gros, si on enlève l'eau, eh ben, ce qui est liquide devient solide. Hein, d'accord. L'absorption, elle est maximale dans le caïcum et dans le côlon ascendant. Donc, la première partie, le côlon proximal. Okay, et il y a 900 ml qui est absorbé. On a ensuite aussi une digestion bactérienne qui va modifier ce chyme. On a les glucides qui ne sont pas digérés, qui vont être dégradés par fermentation bactérienne. Et donc, ça va donner en fait des acides organiques. Okay. On a des protéines qui vont être putréfixées, je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui vont subir un processus de putréfaction. Donc transformés en produits basiques variés qui sont quand même utilisables par le côlon de l'organisme. En fait, tout ça va être après réabsorbé, parce que c'est super important. Et la bilirubine, qui, elle, est décomposée de façon bactérienne en un pigment plus simple qui donne aux fécès leur couleur brune. Oula. Du coup, en gros, s'il faut retenir, vous avez une modification du chyme parce que vous allez absorber l'eau et il va y avoir des mouvements des électrolytes, et vous avez une modification du chyme parce que les bactéries vont jouer un rôle dans la digestion finale de ce qu'il y a dans votre chyme finale qui après devient des fécès. Okay, et on finit par la défécation. La défécation, elle se fait en 3 temps. On a d'abord un mouvement de masse de matière vers le rectum.
Le rectum, en fait, qui est la dernière portion du côlon, en fait, juste avant l'anus. On a ensuite une distension des parois rectales qui va activer des mécanorécepteurs, et puis le réflexe de défécation, le réflexe final. Si on regarde ce qui se passe entre les mécanorécepteurs et le réflexe de défécation, il faut comprendre que les mécanorécepteurs, ils vont être sensibles à l'étirement. Okay, c'est mécanique, ça s'étire. Ils vont envoyer un influx nerveux à la moelle épinière sacrée. Moelle épinière qui va elle aussi ensuite envoyer un influx de contraction des muscles longitudinaux du rectum. Tout ça, ça va augmenter la pression interne. À cette contraction des muscles, si on ajoute le fait que vous allez contracter volontairement votre diaphragme, que vous allez contracter vos muscles abdominaux et qu'il va y avoir une stimulation parasympathique, tout ça va amener à l'ouverture du sphincter anal interne, sphincter qui est involontaire, donc c'est par en fait cette accumulation de choses que vous allez l'ouvrir, hein, pas volontairement comme le sphincter anal externe, et cette ouverture va être à l'origine de la défécation. Okay, donc en gros, vous avez 3 temps à la défécation, et à partir de l'activation des mécanorécepteurs, un ensemble d'événements qui vont conduire à l'ouverture du sphincter anal interne à l'origine de ce réflexe. Alors, une stimulation parasympathique, c'est une stimulation qui va se faire grâce au système nerveux autonome et aux fibres parasympathiques. Si vous avez retenu ce que j'avais dit, c'est pas méchant, c'est que vous aviez votre tube digestif qui est innervé de façon intrinsèque et extrinsèque. Extrinsèque, c'est votre système nerveux. Et en gros, ce système nerveux, il peut réguler votre tube digestif, soit par des fibres sympathiques, soit des fibres parasympathiques. Et on avait dit qu'elles avaient 2 actions qui se complémentaient. Et donc, en gros, une stimulation parasympathique, c'est une stimulation du système nerveux par ces fibres parasympathiques. Fibres qui vont, du coup, avoir une action sur l'ouverture du sphincter interne. Est-ce que tu as compris? Ok, c'est ça. Et du coup, on a enfin fini et on va passer au dernier QCM. Du coup, je vous laisse là aussi 1 minute 30 et puis après, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé? Ok, alors normalement on a passé les 1 minute 30. Je ne sais pas si vous avez pu trouver, ou même si vous avez un peu une idée ou quoi. Comme ça, on passe à la correction, puis après on peut passer aux témoignages qui vont revenir juste après ce point. Ok, alors en fait les réponses c'était C et E. En fait, le côlon proximal a un rôle important dans le stockage des fécès. Ça, c'est faux. En fait, c'est le côlon distal qui a un rôle dans le stockage des fécès. Il faut vraiment que vous ayez une image de votre côlon et vous dites, OK, le proximal, c'est quoi? C'est la réabsorption de l'eau, des électrolytes. Et le distal, c'est quoi? C'est le fait que on va stocker les fécès pour après les évacuer. Okay, ensuite, donc ça, c'était faux.
La paroi externe du côlon est lisse, c'est aussi faux. Je vous avais parlé d'ostration, donc de petites bossures. C'est pas des énormes trucs, hein, mais c'est quand même pas lisse. C'est faux. Du coup, le C, une digestion mécanique faite par le côlon pour mélanger et absorber le reste du chimie alimentaire. C'est vrai. D, les bactéries dégradent uniquement la bilirubine dans le côlon. Alors ça, souvent, petit conseil, quand il y a uniquement, faites très attention à la phrase, parce qu'en grande majorité, c'est faux. Donc non, les bactéries dégradent bien la bilirubine, mais aussi les protéines et les glucides, qui n'ont pas été dégradés en amont. Et ensuite, les mécanorécepteurs jouent un rôle essentiel dans le réflexe de défécation. Donc ça, c'est vrai. Du coup, c'était bien C et E. Du coup, voilà, c'est la fin. Merci. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi, je ne sais pas si on a le temps là, parce qu'il reste 1 minute avant les témoignages qui vont arriver juste après. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions en revoyant le cours ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, moi, c'est Léa Canton sur Messenger, Facebook, ou alors sur le Discord, c'est Olaninos. Ah oui, je ne l'ai pas marqué, mais attendez, je vous l'écris en commentaire là. Donc c'est ça, si jamais vous voulez m'envoyer un message sur Discord. Voilà. Du coup, hein, c'est fini. On va passer du coup au témoignage. Et voilà, donc restez ici pour les témoignages.